Bonsoir à toutes et tous. Donc, je représente la métropole en Normandie comme élu. Et donc, je suis très heureux d'accueillir mon ami Marc Dufumier qui va nous parler d'agroécologie. Bon, l'agroécologie, c'est aussi mon quotidien, à la fois en tant qu'élu et en tant qu'agriculteur. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole au CCFD, non? Non, je ne vais pas la prendre, je vais la passer tout de suite à Marc Dufumier qui va démarrer. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. On va conclure cette journée qui était assez dense quand même. Et il paraît que ce ne sera pas trop difficile pour vous de garder le niveau des conférences qu'on a eues. Et on n'en doute pas. Très bien, merci. Oui, donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je crois que la question qui m'est posée, c'est, donc on va parler d'agroécologie, peut-elle nourrir, et je dirais peut-elle nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière? Alors, je crois que c'est ça la question qui est posée. Alors, je vais essayer de répondre en deux temps. Il y aura une partie, je dirais, un peu scientifique à la question: est-ce que techniquement il serait possible, on est 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète, on sera sans doute autour de 10 milliards d'habitants en 2050, est-ce que techniquement il serait possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière? Il y aura une partie que je vais présenter un peu scientifique, c'est-à-dire je vais vous présenter l'agroécologie comme la discipline scientifique des agroécologues. Donc je vais parler d'abord comme un agroécologue, et puis le débat portera plutôt sur « Ah oui, mais alors du coup, pourquoi a-t-on fait plutôt le contraire? Pourquoi n'est-on pas encore arrivé? Et à quelles conditions socio-économiques, et honnêtement, et politiques, on pourrait y parvenir ?» Et ça, ce sera plutôt la partie débat. Voilà, donc il y aura bien deux moments. Il y aura le premier moment, vous entendrez parler l'agroécologue, et au moment du débat, l'agroécologiste engagé. Ça va? Vous me supportez encore? Voilà. Alors, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, c'est évident, pas de faim, si vous êtes d'accord. Dernier, on va mettre fin à la faim, mettre fin à la malnutrition. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes, il y a quand même de l'ordre de 800 millions, entre 800 et 850 millions de gens qui n'ont pas tous les jours les 2200 kilocalories, hein, la partie énergétique de notre alimentation suffisante. Donc, c'est le ventre qui tenaille, hein, ça fait, ils ont faim. Et surtout, ils n'ont pas tous les jours, ils ne peuvent pas ingérer tous les jours l'énergie qui leur est indispensable pour la dépenser ensuite dans les déplacements, le travail, les loisirs, les battements du cœur et autres. Et puis vous avez 1 milliard de gens aujourd'hui, sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la planète, qui souffrent de malnutrition, des carences protéiques, vitaminiques, fibres, antioxydants, une alimentation déséquilibrée. Donc, si vous êtes d'accord, on va essayer de mettre fin à ça. Alors, nourrir correctement, c'est évidemment, il y a peut-être des nutritionnistes, des diététiciens parmi vous, c'est une alimentation équilibrée. Donc il faut des calories, il faut des protéines, il faut des vitamines, il faut des minéraux, il faut des fibres, il faut des antioxydants, et l'idéal serait que tout le monde puisse avoir accès à tous ces ingrédients-là de façon équilibrée. C'est quand même la première des choses, évidemment sans excès, alors on dit sans excès de sucre, sans excès de sel, sans excès d'acides gras saturés, et on m'a même dit l'alcool avec modération. Donc, sans excès d'alcool aussi, je crois que c'est raisonnable. Voilà. Donc ça, c'est correct. Correctement aussi, ça veut dire si vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de salmonellose, de l'hystériose, d'Escherichia coli, donc de bactéries pathogènes dans notre alimentation, ce serait quand même pas mal. Alors, en France, soyons francs, si l'espérance de vie en France a augmenté au cours des dernières années, enfin depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement qu'il y a une moindre mortalité infantile liée au fait qu'il y ait une moindre fréquence de ces maladies. Et d'ailleurs, ça fait scandale aujourd'hui quand on voit Lactalis, salmonellose, on crie au scandale. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà des plus nombreuses, c'était plus fréquent, et la presse en parlait moins. Mais donc, il y a quand même des progrès dans la qualité sanitaire de nos aliments, pour être honnête, sur les bactéries pathogènes. Le problème aujourd'hui, c'est que d'un point de vue sanitaire, la qualité sanitaire de nos aliments, elle porte aujourd'hui sur deux très grandes inquiétudes. L'une qui est déjà avérée, c'est l'antibiorésistance. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais un médecin nous prescrit un antibiotique, parce qu'il y a urgence de guérir un malade, et on découvre pas d'effet. Aucun effet d'antibiotique. Pourquoi? Parce qu'on a développé des antibiorésistances, c'est-à-dire que le patient
le patient a des bactéries mutantes qui résistent à l'antibiotique, et donc aucun effet d'antibiotique. Et pourquoi donc? Ben, c'est parce que ce patient, il a mangé de la viande qui était d'animaux shootés à titre préventif avec des antibiotiques. Donc ça veut dire que dans nos élevages, en espace confiné, donc vous imaginez les poulaillers, vous imaginez les porcheries en espace très confiné, pour éviter qu'une épizootie, qu'une épidémie se propage d'un endroit à l'autre, du poulailler, de la porcherie et ailleurs, ben, à titre préventif, on shoote des animaux d'élevage aujourd'hui avec des antibiotiques à titre préventif. On ingurgite, peut-être pas nous tous, hein, mais un grand nombre d'entre nous, semble-t-il, on ingurgite des antibiotiques et du coup, ça prédispose à ce que des mutants résistants aux antibiotiques se prolifèrent. On développe des antibiorésistances. Il y a urgence de mettre fin à ça. Et puis, c'est encore un peu différent. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Il n'y en a pas que dans la nourriture, mais dans la nourriture, ce sont souvent des résidus pesticides, des produits ancides, et on nous prédit à la jeune génération, désolé de parler comme ça à la jeune génération, mais on vous prédit une espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, la perte de mémoire, sans Parkinson, les tremblements, les maladies neurodégénératives, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate. On vous prédit une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure que les gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui quand j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à ces perturbateurs endocriniens. Et là, les gens sont formels, alors c'est les endocrinologues hein, qui peuvent le démontrer, enfin qui l'ont démontré plus exactement, mais effectivement, c'est la régularité de l'exposition, et la plus grande régularité de l'exposition, c'est quand justement ces perturbateurs endocriniens sont dans notre nourriture, c'est l'âge de l'exposition, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, quand les tissus du corps humain se différencient. Et là, effectivement, un très grand nombre de produits, de résidus de pesticides qu'on trouve dans notre alimentation sont des perturbateurs endocriniens, et je vous suggérerais qu'on mette fin à ça. Alors, l'alimentation, ça peut être aussi l'eau du robinet. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que là, en ce moment, il se discute à l'échelle européenne, va-t-on réautoriser l'emploi du glyphosate, un herbicide, à large spectre, hein, c'est-à-dire que va-t-on réautoriser pour 10 ans l'emploi d'un herbicide qu'on appelle le glyphosate, on appelait ça Roundup quand c'était encore breveté quand c'était pas encore un générique, c'était Monsanto, et évidemment, à juste titre, les gens me disent, Monsieur Dufumier, souvent dans les débats contradictoires, j'espère qu'on aura un débat contradictoire, Monsieur Dufumier, est-ce que vous pouvez nous assurer que le cancérigène, que le glyphosate est un cancérigène avéré? Et vous savez ce que je dois répondre? Ben que je m'interdis de leur dire que le glyphosate est un cancérigène avéré. Parce que pour un scientifique, dire le glyphosate, alors c'est d'ailleurs pas le glyphosate, hein, c'est un métabolite, c'est un produit de biodégradation du glyphosate, l'AMPA, AMPA, si vous voulez revoir ça sur les sites. L'AMPA, AMPA, est un cancérigène, alors comment le qualifier, c'est la question, mais on s'interdit de dire que c'est avéré, parce que tout simplement, c'est une prédiction scientifique, c'est-à-dire que pour savoir que les scientifiques s'interdisent de dire c'est avéré dans le sens où avéré, ça veut dire statistiquement avéré. Or justement, ça ne pourra être statistiquement avéré que dans une centaine d'années. On pourra faire les statistiques et vérifier la moyenne d'âge d'apparition de cette maladie pour les gens de mon âge. On ne la connaît pas encore, cette statistique. Et évidemment, il faudra attendre encore bien des années. Et donc oui, on s'interdit de dire c'est avéré dans le sens où ce n'est pas statistiquement avéré. Mais néanmoins, soyons clairs, c'est démontré, c'est prouvé, c'est modélisé. Un peu comme il y a 33 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, le GIEC, le fameux groupement interétatique d'études du climat, des experts sur le climat, nous prédisait, il y a 33 ans, le réchauffement climatique global. Et à l'époque, ce n'était pas statistiquement avéré, et il y en a même quelques-uns, il y a même quelques scientifiques qui ont porté leur caution scientifique, je crois que même l'un est devenu ministre. Hein. Voilà. Alors d'habitude, c'est le public qui cite son nom, comme ça, moi, ça m'évite les procès en diffamation. Et il y en a un qui a dit, c'est pas avéré, circuler, il n'y a rien à voir, on peut attendre. Et on a perdu 25 ans avant de la COP21 et de ratifier l'accord de la COP21. On a pris un retard considérable à avoir
minorer, enfin, alors que c'était déjà démontré. L'effet de cercle, on connaît comment sont les rayons lumineux, comment ça réfracte, etc. L'effet de serre, on le connaît. L'accroissement du taux de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote était en cours. On savait, on pouvait même modéliser. Ça a été un peu revu à la hausse d'ailleurs, les modèles en question. C'est-à-dire que ce qui était autrefois les plafonds sont devenus les planchers du réchauffement climatique, mais c'était quand même déjà démontré. Donc on n'a pas de raison de prendre du retard. Et un vrai problème, c'est que du coup, les gens disent cancérigène, on dit cancérigène probable. Alors, les gens me demandent, mais quelle probabilité? Ben non, il n'y a pas de statistique. On va vous donner la probabilité. Ah bon, alors probable, improbable, etc. Non, les gens qui vous disent des choses pareilles, franchement, c'est méchant. Oui, un peu comme le chlordécone, si on reprend une autre molécule, on est en Martinique, en Guadeloupe, il y a 40 ans à peu près, et bien, un peu moins, mais on a, par dérogation, réautorisé, pareil, alors que c'était déjà démontré qu'effectivement, alors aujourd'hui, oui, très clairement, c'est statistiquement avéré la prévalence du cancer de la prostate en Martinique, en Guadeloupe, dans les départements en question. Et donc, s'il vous plaît, on arrête ce cirque. Je vous suggère que l'alimentation soit correcte. Donc, nourrir correctement, c'est effectivement pas tous ces ingrédients dans la viande, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits, légumes et céréales. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je pense qu'il y a urgence d'arrêter ça, même si on dit probable. Non, mais en fait, il faut dire démontrer, prouver, modéliser. C'est quand même scientifiquement démontré. Voilà, alors nourrir correctement, et alimentation équilibrée, sans molécules, pesticides dans notre alimentation, durablement, ça veut dire, et vous allez voir que je vais plaider, notamment dans les pays déficitaires du Sud, qu'on qualifiait tiers-monde autrefois, je vais plaider pour que très vite, il y a même urgence, si on veut mettre fin à la faim et à la malnutrition, que là-bas, ils puissent développer une forme d'agriculture qui leur permette de se nourrir par eux-mêmes. Et évidemment, on va discuter de quelles techniques mettre en œuvre, mais là, je pense qu'il y a urgence, que là-bas, ils puissent retrouver une plus grande souveraineté, une plus grande autonomie alimentaire, une plus grande sécurité de leur approvisionnement alimentaire, une plus grande sécurité sanitaire aussi de leurs aliments. Il y a urgence. Mais il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence, on mette en œuvre des techniques qui vont handicaper les générations futures. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence, on met en péril la fertilité des sols. L'érosion, perte de taux d'humus, salinisation des sols. Non, il faut quand même préserver les potentialités productives des écosystèmes pour les générations d'après. On disait la fertilité des sols. Mais y compris, il ne faut pas mettre en péril les pollinisateurs, la biodiversité. Donc il y a urgence, et vous savez qu'en France aujourd'hui, par exemple les rendements de soja tournesol, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui fait que ces rendements n'augmentent plus comme c'était un peu attendu? Est-ce que c'est la fertilité des sols ou est-ce que c'est qu'il y a moins de pollinisateurs? C'est vrai qu'il soit moins de pollinisateurs. Donc le concept de fertilité, maintenir la fertilité pour les générations futures, maintenir les potentialités productives des écosystèmes, il faut l'élargir, pas seulement au sol, mais aux écosystèmes dans la globalité. Et là, ça va plaider, évidemment, pour le maintien de multitudes d'interactions entre la biodiversité domestique et la biodiversité sauvage. Voilà, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Et puis dans un contexte que vous savez, le contexte, c'est le réchauffement climatique global, qui n'est pas seulement un réchauffement, mais un dérèglement climatique. Et là, il y a bien deux choses. Nos paysans du monde entier, les agriculteurs vont devoir s'adapter à ce réchauffement climatique et à ce dérèglement. Alors évidemment, il y a des gens qui entrent, ah oui, c'est pas grave, on va faire remonter la vigne du sud vers le nord, on va trouver des espèces et des variétés, on peut migrer un peu des régions en France, du sud vers le nord, pour s'adapter au réchauffement. L'illusion, c'est que c'est pas si simple, justement. C'est donc un peu illusoire. Ce qu'on découvre aujourd'hui, alors là aussi on a pris beaucoup de retard, je vous dis tout de suite en termes scientifiques, en agroécologie scientifique, à cause du fait qu'on n'a pas pris au sérieux cette démonstration du réchauffement climatique, on a pris ça. Maintenant il y a des thèses qui commencent à sortir, et on découvre que certains oiseaux migrent 250 km plus au nord. Certains papillons, 100 km plus au nord. Et vous voyez le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors prétendre que nos paysanneries, en France, comme dans le reste du monde, sont préparées à ce déséquilibre écologique du fait qu'il y a des mouvements migratoires, évidemment du sud vers le nord en France, mais très différenciés, et que ça y est, on y est préparé,
là je pense c'est complètement illusoire. Je pense qu'on commence seulement à découvrir l'ampleur de la difficulté. Donc il va falloir quand même tenir compte de ça. Et puis le dérèglement climatique, c'est, on commence à s'en apercevoir, mais ça nous avait été prédit déjà, ne l'oublions pas, là c'est une intensité, une fréquence des accidents climatiques extrêmes, des inondations, des sécheresses, des canicules, des cyclones, si vous êtes sous le tropique, plus intenses et plus fréquents. Et puis c'est noble aussi, donc il va méditerranéen, plus intense qu'auparavant. Et là, s'adapter à ça, ça ne va pas être simple. Hein. Mais vous l'imaginez bien, globalement, il va falloir plaider pour la résilience des revenus, la résilience des écosystèmes, et je vous dis tout de suite, le plaidoyer, une agriculture bien plus diversifiée que celle auquel on s'est accoutumé, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il y a un accident climatique extrême qui affecte une plante, une activité agricole, au moins il y aura d'autres activités agricoles qui seront moins affectées, et du coup, le revenu ne sera pas en dessous d'un certain seuil, le seuil de la faillite, et donc on pourra récupérer des revenus, et puis pareil pour les écosystèmes. Un écosystème qui est affecté par un accident climatique extrême, il retrouve plus rapidement ses potentialités productives quand il est diversifié que quand il est trop simplifié, trop fragilisé. Donc le plaidoyer va être pour une agriculture bien plus diversifiée que ce à quoi on s'est accoutumé, et vous l'avez déjà compris, oulala, c'est tout le contraire, diversifier notre agriculture, c'est tout le contraire de l'histoire récente de notre agriculture en France et dans un grand nombre de pays. Et du coup, la question, ça va être le débat, comment va-t-on y parvenir? Et je vous dis tout de suite, le plaidoyer va être pour une agriculture bien plus diversifiée que ce à quoi nous nous sommes accoutumés. Ça va être un basculement, c'est une révolution technique, c'est radicalement différent. Je parlerai néanmoins de transition agroécologique, parce qu'il faut qu'il y ait l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs, des paysans bien sûr, mais ça ne peut pas être un grand soir, mais il faut commencer dès maintenant, on va y arriver. Voilà, et donc il faut s'adapter au dérèglement climatique, et puis il n'est pas interdit aussi de demander aux agriculteurs, est-ce qu'ils pourraient eux aussi, comme d'autres, participer à l'atténuation de ce réchauffement climatique, c'est-à-dire moins émettre de gaz à effet de serre, on parlera du gaz carbonique, on parlera du méthane, on parlera du protoxyde d'azote, il faut en parler parce que je trouve que la presse en parle trop peu, mais il y a bien 3 gaz où l'agriculture est concernée. Le gaz carbonique en France, je vous dis tout de suite, ce n'est pas la principale cause d'émission de gaz à effet de serre de l'agriculture, parce qu'y compris c'est plutôt la forêt qui reprend ses droits, c'est les loups qui reviennent, donc on séquestre du carbone dans les friches et les forêts, mais quand même on émet du carbone quand on laboure de trop, et qu'on consomme trop d'énergie combustible, d'énergie fossile et ce genre de choses. Le méthane, c'est le rumen des ruminants, et le protoxyde d'azote dont on parle trop peu, c'est quand on émet des engrais, quand on épand des engrais azotés de synthèse, l'ammonitrate, l'urée, le sulfate d'ammonium, là il y a de grosses émissions de protoxyde d'azote, 298 fois plus réchauffant, me dit-on, que le gaz carbonique. Donc là aussi, il va falloir jouer là-dessus. Et puis on peut demander éventuellement aux agriculteurs de séquestrer du carbone dans les sols, ça va être dans l'humus des sols, dans la biomasse d'abord, dans l'humus des sols, et là je ne vous cache pas, il y a des solutions, et je serai d'ailleurs pour qu'on rémunère les agriculteurs quand ils nous rendent ce service d'intérêt général. Voilà, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, plus de faim, plus de malnutrition, des ingrédients sains, tout ça dans un contexte qui est quand même de plus en plus aléatoire et chaotique. Et j'ai juste une question à vous poser. Avez-vous encore le moral? Alors, je ne vais pas évoquer avec vous ce que je crois être les erreurs du passé. Le film qu'un grand nombre d'entre vous avez vu là cet après-midi démontre un peu l'histoire de l'agriculture depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Donc on reparlera, si vous voulez, dans le débat de tout ça. Mais je voudrais d'emblée vous montrer que oui, on peut positiver. C'est-à-dire que si la question n'était que technique, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, les enjeux que j'ai signalés tout à l'heure, dans le contexte tout à l'heure, oui, ce serait parfaitement possible. Plus de 10 milliards d'habitants en 2050, ce serait parfaitement possible. Maintenant, c'est à moi de vous convaincre par une argumentation inspirée de l'agroécologie scientifique. Alors allons-y, si vous me supportez encore, un petit cours d'agroécologie. Le prof commence à donner des leçons. Alors, on a besoin dans notre nourriture de calories, de protéines, de minéraux, de vitamines, etc. Mais la première nécessité, tous les jours, il nous faut trouver
l'énergie qu'on va dépenser au travail, dans les déplacements, les battements du cœur, le travail du cerveau. Moi, le mien carbure beaucoup, donc il me faut beaucoup d'énergie. Et je le trouve, cette énergie, dans l'alimentation. Et d'où nous vient l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation? Ça nous vient du soleil, c'est l'énergie solaire. Et figurez-vous, on m'a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons solaires avant 4 milliards d'années, je crois. Bon. Durable, je pense que ça peut durer longtemps. Je vous suggère, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse un usage intensif à l'hectare. J'insiste énormément sur le côté intensif à l'hectare. Vous allez voir que je vais défendre une agriculture intensive à l'hectare. Mais qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de ce qui ne coûte rien, l'énergie solaire c'est gratuit, de ce qui est renouvelable, pas pénurie avant des milliards d'années. Je veux que plus un seul rayon du soleil ne tombe à terre. Je veux que tous les rayons du soleil tombent sur les feuilles vertes, capables d'intercepter l'énergie solaire et la transformer en énergie alimentaire. Alors évidemment, il ne faut pas bétoniser, bitumer exagérément nos sols, hein, on est bien d'accord. Mais sur les terrains agricoles, ben vous l'avez compris, si on veut maximiser la photosynthèse, hein, transformation d'énergie solaire en énergie alimentaire, ben il faut qu'il y ait un feuillage vert le plus total et le plus permanent possible. Le plus permanent possible, ça veut dire hiver, printemps, été, automne. J'en conviens, sous la neige, les rayons du soleil ne tomberont pas sur la feuille verte, j'en conviens. Mais donc, un feuillage vert le plus total et le plus permanent possible. Et le plus total possible, eh bien, je vais vous dire, attention, on n'y est pas accoutumé, association végétale. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est très pratiqué dans certains pays d'agriculture manuelle. Hein, donc on vous parle de la milpa mexicaine, on vous cite toujours, le mexicain, il y a le maïs, sous le maïs, il y a le haricot, et puis sous le haricot, il y a une cucurbitacée, une pastèque, un melon, une plante rampante qui vient intercepter les derniers rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de maïs, qui ne sont pas tombés sur la feuille de haricot. 3 cultures au moins, puis je peux vous dire, il y a des endroits où moi j'ai vu 10 espèces différentes dans le même endroit, et surtout des cultures maraîchères, hein, pour ça, et y compris en permaculture en France, il y a des gens qui font tout pour qu'il n'y ait pas un seul rayon du soleil qui tombe à terre, et que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors j'en conviens, avec notre agriculture mécanisée, motorisée, c'est quand même singulièrement plus difficile. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui étaient là dans le film cet après-midi, Quentin de la Chapelle, ben moi il me montrait, par là, j'ai filmé, vous voyez, entre mes rangées de blé, moi je sème des lentillons. Et il me raconte effectivement que les rayons de soleil ne tombent pas sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles de lentillons. Et bien c'est déjà une meilleure récupération, donc association végétale. Alors évidemment, quand je lui dis, alors et où est la cucurbitacée, il me dit, vous savez, même des concombres en travaillant dans la moissonneuse batteuse, c'est peut-être pas génial. Donc oui, notre agriculture moto-mécanisée ne se prête pas beaucoup aux associations végétales, mais néanmoins, ne l'oublions pas, déjà en Bretagne, quand je voyais les prairies permanentes autrefois, il n'y avait pas un rayon de soleil qui tombe à terre pour nourrir nos animaux. Maintenant, quand je vois que c'est du maïs en silage, et puis qu'on va aller chercher du soja brésilien, je vois quand même le sol à nu, je vois des rayons de soleil qui tombent à terre. Je ne suis pas sûr que ce soit l'usage le plus intensif de ce qui ne coûte rien. Je pense qu'on a commis de graves erreurs. Mais oui, il y a quand même des lieux où pas un seul rayon du soleil, les prairies, les pommiers, etc. Alors, tout dépend de là où on est. Hein. Les agriculteurs qui s'inspirent de l'agroécologie vont devoir prendre en compte les conditions écologiques locales, on est bien d'accord. Mais le principe général, c'est bien ça, couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible pour favoriser la photosynthèse, transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire. La vraie difficulté, je crois que vous la devinez tous, c'est la gestion de l'eau. Parce qu'en fait, l'énergie dont on parle là, qu'on trouve dans notre alimentation, on appelle ça des glucides. Hein, le glucose, le saccharose, on appelle ça des lipides. L'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ce sont des molécules carbonées. Et où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Et je vous regarde, j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop. Il y a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Alors allons-y, interceptons ce gaz carbonique, la plante va en prendre le carbone, va libérer l'oxygène, et avec ce carbone, la plante va fabriquer des glucides, des lipides, peut-être même la plante va fabriquer de la paille, va fabriquer des racines,
Et si ça se décompose bien après récolte, c'est les micro-organismes qui vont faire ça, ça va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Et bien on va faire un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique pour faire maximiser, séquestrer au maximum le carbone dans l'humus des sols. Usage intensif de ce gaz carbonique. Sauf que, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Donc il rentre par des petits trous. Et c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et vous savez que la plante, elle est comme nous. Plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate, on attrape de la fièvre et on meurt de déshydratation. Les plantes, elles, ont un avantage sur nous quand même, c'est que s'ils ne trouvent pas assez d'eau à boire dans le sol, elles peuvent momentanément, c'est pas forcément très longtemps, mais elles peuvent momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Et elles ferment les orifices par lesquels elles transpiraient. Et du coup, elles viennent de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Et donc, vous voyez un beau champ de maïs dans le sud-ouest du français. Je m'éloigne un peu de la région. L'hiver, les rayons du soleil tombent à nu. Je trouve que c'est pas génial, s'il n'y a pas de couvert végétal. Avril-mai, ça y est, on sème le maïs, entre les rangées de maïs, encore des rayons du soleil qui tombent à terre. Je trouve pas ça génial. Et quand au mois d'août, enfin, au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité du sol, les rayons du soleil tombent sur les feuilles vertes, eh oui, mais le maïs n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, cesse de transpirer, la photosynthèse est arrêtée, les rayons du soleil ne servent à rien. Excusez-moi, mais la monoculture de maïs dans certaines régions en France, ça s'appelle avoir tout faux. Et je ne vous cache pas, même quand je vois le maïs en silage, qui s'est substitué aux prairies permanentes en Bretagne, enfin, avoir fait remonter aussi loin au nord une plante d'origine amérindienne, donc une plante d'origine tropicale. Sous les tropiques, je suis désolé, mais la saison chaude, c'est la saison des pluies. Et en France, eh bien, la saison chaude, c'est la saison sèche. Enfin, le mois d'août, c'est là où il pleut le moins. Avoir fait remonter cette plante tropicale aussi intensément et aussi loin au nord est quand même une très très grave erreur. Donc évidemment, dans certaines régions, il ne faudra pas cultiver que des plantes d'été, il faudra peut-être trouver des substitutions. On va en reparler tout à l'heure. Mais il est clair que ce n'est pas une solution. Par contre, vous l'avez compris, il est impératif, et c'est là-dessus le problème de la gestion de l'eau, il est impératif quand même que la plante puisse transpirer, si possible les 12 mois de l'année, pour évidemment maximiser la photosynthèse. Il est impératif que la plante transpire, c'est comme ça que le gaz carbonique rentre, et puis l'oxygène ressort. Et du coup, la gestion de l'eau, il faut emmagasiner le maximum d'eau dans le sol, pendant qu'il pleut, pour qu'il y ait une réserve d'eau dans le sol, et si possible à hauteur des racines, pour que la plante puisse transpirer longtemps, et du coup photosynthétiser, même quand il cesse de pleuvoir. Mettre de l'eau en réserve dans le sol pour favoriser la transpiration, donc même quand il cesse de pleuvoir. Et vous l'avez compris, je ne veux plus voir un seul petit filet d'eau ruisseler à terre. Je veux que tous les filets d'eau s'infiltrent dans le sol et soient emmagasinés dans le sol. Je vais mettre des barrières, alors c'est un principe général, après, selon les régions, mais on va mettre des barrières au ruissellement. Et bien on va devoir remettre des haies. Et oui, on va remettre des haies pour empêcher le ruissellement. Mais mieux encore, je vous dis tout de suite, la couverture végétale dont on parlait tout à l'heure, le petit filet d'eau, il ne peut même pas prendre de la vitesse, il ne peut même pas prendre du poids, du volume. Il est arrêté par une feuille morte, il est arrêté par le matériau organique à ras de sol, il est arrêté, ça finira par s'infiltrer. J'en conviens, il faut aussi que le sol soit poreux. Alors moi, pour être très honnête, quand je faisais des études d'agronomie, on m'enseignait le labour. Le labour, ça crée une macroporosité, et du coup, ça favorise l'infiltration de l'eau dans le sol. Remarquez, on m'avait déjà enseigné, et ceux d'entre vous qui travaillent dans le pays que vous savez très bien, si le labour fait un lissage, une semelle de labour, certes, la macroporosité permet l'infiltration de l'eau dans les premières couches, mais là où c'est lissé, l'infiltration s'arrête. Donc c'est pas forcément génial. Et puis le labour, on sait aussi que si c'est oxydé, c'est aère le sol, hein, bien sûr, mais si c'est oxydé
le carbone de l'humus du sol, le carbone qui était dans le gaz carbonique, qui était dans la paille, qui était dans la racine, qui a fabriqué de l'humus, si vous l'oxydez avec de l'oxygène, il retourne à l'état de gaz carbonique. Et puis on sait aussi que le labour, parfois, quand il retourne la surface du sol pendant la nuit, mais dès que le jour se lève, hop, ils creusent leur galerie et vont rentrer dans la couche arable. Mais si vous les remettez au soleil, évidemment, c'est peut-être une surmortalité des vers de terre. Or justement, on va confier la porosité, on va demander aux vers de terre de creuser des galeries pour que le sol soit poreux et pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Donc aujourd'hui, on est plutôt à plaider pour une agriculture, alors certains appellent agriculture de conservation, agriculture zéro labour, ou en tout cas technique culturale simplifiée, quelques outils à dents quand même, mais un minimum de travail du sol, ne pas oxyder exagérément le carbone de l'humus, ne pas aérer exagérément le sol. Il faudra quand même que la matière organique soit minéralisée et un peu oxydée, je vous le dis tout de suite, mais pas exagérément. Et du coup aussi ressusciter la biologie des sols, dont les vers de terre, mais aussi les coportes, les colamboles et autres. Donc oui, il y a des techniques agricoles qui vont permettre, et ça va souvent de pair avec un travail minimal du sol en question. Ça aussi, on n'y est pas complètement accoutumé. Mais c'est comme ça une des solutions techniques. Il faut que le sol soit poreux, on va faire confiance à la porosité des sols. Et même, je connais des lieux où ce qu'on appelait la mauvaise herbe, y compris dans les vignobles, là je parle même de Saint-Émilion, hein, là où autrefois on désherbait entre les rangées de vignes, maintenant on enherbe les espaces entre les rangées de vignes. Parce qu'on a découvert que quand il y a une pente, l'eau, au lieu de dévaler, elle est ralentie par le couvert à basset et finit par s'infiltrer. Et même quand l'herbe sèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie. Et ça favorise l'infiltration de l'eau quand revient la saison des pluies à l'automne. Donc oui, y compris par endroits, l'herbe qu'on craignait être une concurrente de la vigne pour l'utilisation de l'eau, ce qui est quand même vrai, et ça favorise quand même tellement l'infiltration de l'eau dans le sol que finalement la vigne est gagnante à maintenir un tapis herbacé. Vous voyez qu'il y a des techniques contraires à moi ce qu'on enseignait quand j'étais étudiant, qu'on réhabilite aujourd'hui à l'expérience. Alors évidemment, encore une fois, il faut s'adapter aux conditions du milieu, hein. C'est pas toujours comme ça, évidemment, un terrain plat et un terrain en pente, c'est pas toujours tout à fait la même chose. Mais oui, aujourd'hui on est plutôt à dire minimum, travail du sol, minimal, il faut que l'eau s'infiltre dans le sol. Et maintenant on veut que l'eau qui s'infiltre dans le sol, certes le surplus ira rejoindre la nappe souterraine, la nappe phréatique qui va être rechargée, mais on veut qu'un maximum d'eau soit maintenue à hauteur des racines. Et qu'est-ce qui peut maintenir l'eau à hauteur des racines? On dit le complexe argilo-humique, c'est l'argile et l'humus. Mais l'argile, on ne peut pas enrichir un sol en argile, hein. Un sol sableux restera un sol sableux. Un sol limoneux restera un sol limoneux. Mais par contre, on peut enrichir un sol en humus. Et l'humus, c'est 50% de carbone, c'est ce fameux carbone du gaz carbonique qui a été photosynthétisé par la plante, qui a fabriqué des racines, qui a fabriqué de la paille, les micro-organismes s'en emparent et fabriquent de l'humus. Et cet humus va retenir à beaucoup de fonctions agronomiques, ça donne une stabilité structurale au sol, ça évite l'érosion de ces sols, et ça maintient l'eau, évidemment, dans la partie superficielle, la couche noire du sol, évidemment. Et donc il faut enrichir ce sol en humus, 50% de carbone, mais quand même, attention, 5-6% d'azote. Et je vous dis tout de suite, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, ça profite, qui commencent à décomposer ces résidus organiques pour fabriquer de l'humus, si à ce moment-là précis, après récolte, ne trouvent pas un peu d'azote dans le sol, ils n'arrivent pas à faire leur travail, à faire leur job, et parfois même le carbone retourne à l'état de gaz carbonique parce qu'il n'a pas pu servir à la fabrication de l'humus. Oui, on a besoin en agriculture aussi d'un peu d'azote, et je vous dis tout de suite, pas seulement pour aider les micro-organismes à fabriquer de l'humus, mais l'azote, c'est un des constituants essentiels des protéines. Je vous ai dit, première nécessité, les calories alimentaires. Et là, vous avez vu, les calories alimentaires, la photosynthèse, là où il nous faut être le plus astucieux possible, c'est la gestion de l'eau de pluie, cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, donc on va faire un usage intensif de cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, mais qui nous est quand même offerte de façon de plus en plus chaotique. Là, c'est vraiment un des enjeux décisifs de l'agriculture de demain. Et je regrette un petit peu que le film qu'on a vu cet après-midi n'en parlait pas assez, ou même pas du tout. De la gestion de l'eau, là, il nous faut être très
astucieux, délicat, prudent, mais c'est l'eau de pluie dont on va faire l'usage intensif, ne pas pomper exagérément dans la nappe phréatique, surtout si elle décharge, ne pas pomper exagérément dans les rivières s'il n'y a plus de poissons au moment de l'étiage. Donc là, il faut être très clair. Vous voyez, c'est l'eau de pluie, plus rien de laisser, tout emmagasiné, et si possible, coincé, enfin, au maximum, fixé à hauteur des racines par l'humus. Mais l'azote, ça sert pas seulement donc à fabriquer de l'humus, mais ça sert surtout à fabriquer des protéines. La protéine, deuxième nécessité dans notre alimentation, les protéines, c'est tous les constituants des tissus du corps humain. C'est la peau, c'est les cheveux, c'est les ongles, c'est les muscles, bien évidemment. Tout ça, c'est fabriqué par des protéines et il nous faut en ingurgiter tous les jours. Tous les jours, il nous faut ingurgiter les protéines, végétales ou animales. Il nous faut ingurgiter les protéines, ce sont des molécules azotées. Et on est obligé d'en manger tous les jours parce que, pas seulement parce qu'on se ronge les ongles, on se coupe les cheveux, etc., mais tous les tissus du corps humain finissent par se fuser et ça repart, ces molécules, après l'usure, avec nos urines en question. Donc il nous faut trouver ces molécules azotées tous les jours dans notre nourriture. Mais d'où vient l'azote qu'on trouve dans les protéines? Ben, c'est l'azote de l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Pas de pénurie avant des siècles. Alors je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare. Vraiment là, on pourra dire que je suis un défenseur de l'agriculture intensive, mais un usage intensif de ce qui est gratuit, de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique. Moi, l'agriculture extensive, honnêtement, c'est pour nourrir une population croissante. Il faut continuer de déforester la forêt amazonienne, déforester la forêt de Bornéo, déforester la forêt congolaise. Moi, je suis contre l'agriculture extensive. Et même en France, l'agriculture extensive, c'est les derniers marais du marais Poitevin, on va les drainer. Non, je crois qu'il nous faut maintenir quand même quelques milieux naturels pour maintenir une biodiversité sauvage dans des milieux naturels. Et du coup, dans nos espaces agricoles, pratiquer une agriculture intensive à l'hectare qui nous évite d'aller étendre les surfaces cultivées aux dépens de ces milieux naturels. Moi, je suis plutôt pour, mais je parle bien, faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, pléthorique, gratuit. Et l'azote de l'air en fait partie. Alors par contre, bon, pour le carbone, vous avez vu, le cycle du carbone, c'est la photosynthèse, c'est la gestion de l'eau qui est la partie délicate. Pour les protéines, le vrai problème, c'est que rajouter de l'azote sur une molécule carbonée pour fabriquer les protéines, c'est coûteux en énergie. Et donc là, c'est la question énergétique. Oui, toutes les protéines que nous ingurgitons aujourd'hui sont fabriquées avec l'azote de l'air. Mais il y a bien deux façons de procéder. Il y a une façon qui est celle de l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. On veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit facilement panifiable et ce genre de choses. Ben, c'est pas grave, disent certains. On va lui apporter un engrais azoté de synthèse, on veut lui apporter de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe. Je vous dis russe pour vous faire peur. Mais c'est pas seulement la dépendance à l'égard de la Russie, la question. C'est la dépendance à l'égard de l'énergie fossile. Ça fait 40 ans qu'on met en garde contre le fait que cette agriculture industrielle, qui consomme énormément d'engrais azotés de synthèse pour fertiliser nos plantes, pour qu'elles soient riches en protéines, que c'est coûteux en énergie fossile, et en plus, je le disais tout à l'heure, l'épandage de ces engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, sont très émetteurs de protoxyde d'azote, l'une des principales contributions de l'agriculture française au réchauffement climatique. Donc on va arrêter ça. Les engrais azotés de synthèse, c'est désuet, c'est obsolescent, c'est du passé. L'agriculture moderne de demain, l'agriculture d'avenir de demain, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, ne va pas recourir aux engrais azotés de synthèse pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Et l'alternative, tous les paysans du monde entier, tous, connaissent l'alternative. C'est des plantes, on les appelle les légumineuses, et j'appellerais ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, vesse. Si vous voulez nourrir des herbivores, par exemple des ruminants, mais vous pouvez appeler ça soja, bien sûr, mais vous pouvez appeler ça aussi lupin pour fourrager, févrole pour nourrir des cochons et des volailles. Et puis nous, vous pouvez appeler ça pois, fèves, lentilles, petits pois, haricots, enfin, riches en fibres au demeurant, moins de cancer du côlon, je veux dire. Mais dans tous les pays du monde, on connaît des plantes de l'ordre des légumineuses. Si vous êtes à Madagascar, vous entendrez parler du niébé, vous parlerez du pois bambara, vous entendrez parler, si vous êtes à Madagascar, de dolic, si vous êtes en Haïti, vous parlerez de pois Congo. Mais dans tous les pays du monde, on connaît des plantes de l'ordre des légumineuses qui sont capables, effectivement, de nous fournir des protéines végétales avec,
en ayant recours à de l'énergie solaire. En fait, c'est des microbes qui s'incrustent dans la racine de la plante, qui se goinfrent des glucides, donc c'est l'énergie solaire qui a servi à permettre la production de glucides, et cette énergie-là nourrit des microbes qui commencent à proliférer, et ces microbes, après avoir proliféré, interceptent l'azote de l'air, fabriquent les premières briques des protéines, on appelle ça acides aminés, les premiers éléments des protéines, et refilent ça à la légumineuse, qui sera ainsi riche en protéines végétales, et c'est donc bien fabriqué avec de l'énergie solaire, puisque c'est bien les glucides photosynthétisés par la plante qui ont nourri des microbes, et c'est avec cette énergie-là que les microbes ont intercepté l'azote de l'air, fabriqué les protéines. Donc allons-y, on va faire un usage intensif de protéines végétales, de légumineuses, pour fabriquer par nous-mêmes nos protéines végétales. Et vous savez qu'en France, on est excédentaire en céréales, on est excédentaire en poudre de lait, on est excédentaire en poulet bas de gamme, en viande bas de gamme. Le film de cet après-midi le montre très clairement. Mais par contre, il insistait trop peu le film sur le fait que nous sommes extrêmement déficitaires en protéines végétales. La France, l'Europe est déficitaire pour les 3/4, la France est déficitaire pour les 2/3 en protéines végétales, que ce soit pour l'alimentation animale. C'est le soja et tourteaux de soja importés des Amériques, Brésil, Argentine, États-Unis. Et puis même, je veux dire, le cassoulet, le cassel-nodari. Moi, je regarde l'étiquette, si je vois haricot tarbais, je dis haricot français. Si je vois rien, je comprends, je traduis haricot argentin. Honnêtement, je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait quand même pas, en France, avec l'idée de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, est-ce qu'on pourrait pas, sur le territoire français, pour nourrir des humains français, pour nourrir des animaux français, cultiver des légumineuses françaises qui interceptent l'azote de l'air français? Voilà. Plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufumier. Je ne voulais pas qu'il y ait malentendu. Sauf que, précisément, c'est pas franchouillard. Parce que moi, quand je suis au Brésil, là j'y retourne dans 10 jours, quand je suis au Brésil, qu'est-ce que me disent les Brésiliens? Ils me disent, mais nous, on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons, monsieur Dufumier, vos volailles, monsieur Dufumier, vos ruminants, monsieur Dufumier. On préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Parce que le vrai problème au Brésil, et le vrai problème de la faim, de la malnutrition dans le monde, ce n'est pas qu'on manque de nourriture disponible sur le marché mondial. Ça n'a rien à voir. Déjà en France, s'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, les banques alimentaires, c'est parce que la France ne produirait pas assez de poudre de lait, de poulet ou de céréales. Mais non, on est excédentaire. S'il y a des gens qui souffrent de la faim, de la malnutrition en France, c'est que la pauvreté. C'est la pauvreté, en termes de pouvoir d'achat, qui est la cause de la faim et de la malnutrition dans le monde. Mais alors au Brésil, je ne vous raconte pas, en pourcentage, les gens qui sont dans les bidonvilles, mais les gens qui sont dans les bidonvilles, c'était des gens qui désherbaient. C'était les ouvriers agricoles qui désherbaient. Ils ont été remplacés par du désherbant, le fameux glyphosate, cancérigène, démontré. Et bien, les gens qui désherbaient, quand ils sont remplacés par du glyphosate, si on se retrouve dans les bidonvilles, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, ils ne peuvent même pas acheter un soja brésilien, parce que ce soja brésilien est vendu à nos cochons. Nos cochons sont plus riches que des pauvres brésiliens. Enfin, la façon correcte de dire, c'est nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Voilà, il paraît que c'est plus correct de parler comme ça. Mais c'est les écarts de revenus qui sont à l'origine de la faim, de la malnutrition. Si on regarde, pour nourrir correctement, j'en conviens, avec peut-être moins de protéines animales que ce que consomment un certain nombre d'entre nous, peut-être. Mais avec des protéines animales bien moins, et une alimentation parfaitement équilibrée, il faut, pour nourrir correctement un habitant, produire de l'ordre, c'est des ordres de grandeur, de 200 kg de céréales par habitant et par an. Vous savez de combien est la production mondiale déjà aujourd'hui de céréales ou d'équivalent, ça peut être pommes de terre, ça peut être manioc, ça peut être igname. La production moyenne à l'échelle mondiale, c'est déjà de 330 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain. Donc il y a 130 kg d'équivalent céréales excédentaires, et il y a pourtant 800 millions à 850 millions de gens qui souffrent de la faim et n'ont pas tous les jours leurs 2200 kcal,
parce que ces gens-là sont trop pauvres pour acheter une nourriture qui est achetée par d'autres. Alors évidemment, qui achète cette nourriture qui échappe à des pauvres? Ben, c'est qu'il y a des gens riches qui effectivement achètent une nourriture, ils avaient mis au frigo, la date de péremption est passée, ils ont jeté à la poubelle. Ça s'appelle le gaspillage. Il y a même des grands des moyennes de surface qui ont acheté une nourriture qui échappait à des pauvres, mais les tomates n'étaient pas bien calibrées, c'était pas standard, et on l'a bazardé avant même de le mettre à l'étalage. Et puis, il y a aussi des gens riches qui consomment peut-être beaucoup de viande, et donc oui, il y a effectivement des animaux qui mangent une nourriture qui échappe à des pauvres, parce que les usines d'aliments de bétail sont plus solvables que les gens au chômage. Et puis, il y a aussi une partie de cette nourriture, c'est le maïs pour l'éthanol, c'est la canne à sucre, c'est le sucre de betterave pour l'éthanol, et c'est l'huile de colza pour l'agrodiesel. Oui, il y a aussi des gens riches qui roulent en voiture, qui voyagent en avion, et il y a donc bien des nourritures qui échappent à des pauvres et qui sont achetées par plus riches pour fabriquer des agrocarburants en substitution de nos énergies fossiles. Et ce sont les écarts de revenus qui expliquent aujourd'hui le pourquoi de la faim et la malnutrition dans le monde. Et je peux vous assurer que quand je dis au Brésil qu'il nous faudrait en Europe que nous retrouvions notre souveraineté protéinique et que nous ne passions, que nous évitions d'importer les graines et tourteaux de soja transgéniques de surcroît en provenance des Amériques, la plupart des Brésiliens me disent mais vous avez raison. Pas l'exportateur. Hein. L'exportateur de soja me dit monsieur Dufumier, vous êtes peut-être bon agronome, vous êtes peut-être économiste, vous n'avez pas lu Ricardo, vous n'avez pas lu la théorie du libre-échange, qui est faux, ce que j'enseigne, mais chacun sait que le libre-échange, si chacun renonce à faire chez soi ce pourquoi il est moins compétitif, il faut qu'il produise chez lui ce pourquoi il a le plus d'avantages comparatifs, enfin d'avantages relatifs, ça veut dire. Et donc vous, en France, vous avez le champagne, nous, on a le soja, et on sait qu'on va s'échanger le champagne et le soja, c'est gagnant-gagnant. Alors cette théorie-là, elle est rigoureuse dans la théorie néoclassique, mais les hypothèses, c'est la concurrence parfaite, c'est la libre circulation des facteurs de production, comme il dit, je reviendrai un peu là-dessus dans le débat. Et évidemment, je sais contrer ces arguments de cet exportateur de soja, non pas en mettant en cause la théorie elle-même, mais en rappelant quelles sont les hypothèses de cette théorie, à savoir que la somme de nos comportements individuels aboutirait à l'optimum, à l'affectation optimale des ressources. Mais de toute façon, je n'ai même pas le temps d'expliquer ça à celui qui me contredit. Les autres Brésiliens me disent, mais vous l'écoutez pas, hein, vous l'écoutez pas. Hein. Nous, on n'est pas fiers d'exporter du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, vos ruminants. On voudrait nourrir des Brésiliens. Bon, alors allons-y. Oui, ce n'est pas franchouillard du tout. Je pense même que c'est tous les peuples du monde qui auraient intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse dont je parlais tout à l'heure, avec la meilleure utilisation des eaux de pluie, et le cycle de l'azote, la fabrication des protéines, avec l'emploi de ces légumineuses et de ces microbes qui s'incrustent dans les racines, les rhizobiums, et faire l'usage intensif de ces ressources, et de gérer ça en circuit court, en utilisant, valorisant au mieux les potentialités productives de leur région. C'est ça qu'il nous faudrait parvenir à faire. Et lutter contre la pauvreté dans un grand nombre de pays, Haïti, le Sénégal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, lutter contre la pauvreté là-bas, c'est déjà cesser, nous, d'exporter nos surplus de céréales, de poudre de lait et de poulet bas de gamme, ne pas ruiner les producteurs de mil et de sorgho là-bas, ne pas ruiner les éleveurs peuls là-bas, ne pas ruiner, non mais c'est hyper important, hein, les basses-cours là-bas. Oui, l'exportation de nos produits à vil prix, même quand il n'y a plus de subventions à l'export. Le film parlait de l'époque où il y avait des subventions à l'exportation, mais même comme ça, comment voulez-vous que quelqu'un qui travaille à la main puisse résister à la compétition de gens équipés de moissonneuses-batteuses? Enfin, savez-vous que quand vous avez 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, le sac de riz de cette femme qui a repiqué le riz à la main, mais ce ne sera jamais, on ne peut pas repiquer quand le sol est à sec, et on ne peut pas repiquer du riz quand l'inondation est trop haute. Donc il y a un nombre de jours réduit, de jours disponibles pour le repiquage qui est extrêmement réduit. Il faut que le sol soit mis en bout, et ensuite il faut qu'on ait le temps de repiquer le riz avant que l'eau ne monte trop haut. Donc le nombre de jours est quand même extrêmement réduit. Et c'est un travail d'une lenteur, et puis, je ne vous cache pas, d'une pénibilité. Hein. En général, on laisse, je sais aux femmes, toujours les travaux les moins pénibles. Enfin bon, à vérifier, le repiquage, le mal de dos, je ne raconte pas. Bon alors, évidemment, c'est jamais plus d'un demi-hectare par actif ou active dans l'année. Évidemment, sans engrais aucun, ni organique, ni chimique. C'est aller 1 tonne à l'hectare. Mais sur un demi-hectare, ça ne fait que 500 kg de paddy, le riz non décortiqué. Et une fois décortiqué, ça vous fait 400 kg de riz, donc ça peut nourrir 2 personnes.
200 kg de céréales ou d'équivalent. Donc un actif dans une famille là-bas peut donner à manger à 2 personnes. Alors vous allez me dire, au moins l'équilibre alimentaire est atteint s'il y a une moitié de la famille qui est active et les autres soit trop vieux, soit trop jeunes. Non, non, non. Parce qu'il faut aussi acheter des médicaments, il faut acheter les produits qui vont à nécessité. Et du coup, une partie de ce paddy, de ce riz, va devoir être vendue sur le marché local. Si vous êtes à Ziguinchor, dans la basse vallée de la Casamance, ben oui, alors vous trouvez un peu de riz sénégalais, de Casamance, mais vous trouvez juste à côté du riz vietnamien, du riz thaïlandais, du riz de l'Arkansas, de Louisiane et d'ailleurs. Il n'y a quasiment pas de riz de Camargue. Mais dans le riz qu'il y a d'à côté, alors évidemment, cette femme va vendre son riz au même prix que le riz d'à côté, du concurrent. Mais évidemment, vous l'avez compris, l'agriculture industrielle, en riziculture, Camargue, Arkansas ou autre, c'est facilement 100 hectares, c'est facilement 5 tonnes hectares, 500 tonnes. 500 kilos, la femme qui repique à la main, 500 tonnes, 1000 fois plus par habitant et par actif et par an, 1000 fois plus dans l'agriculture industrielle que dans l'agriculture manuelle. Alors, il nous faut être honnête avec vous, c'est que cette agriculture hautement productiviste, 500 tonnes par actif, elle est aussi très destructiviste. C'est-à-dire que les 500 tonnes, ce n'est pas que la productivité de l'agriculteur. Il a fabriqué les engrais, fabriqué les pesticides, fabriqué l'énergie fossile, les carburants, fabriqué les tracteurs. Et cette agriculture hautement productive, qui est hautement destructive, elle a détruit les engrais, détruit les pesticides, brûlé les carburants, usé les tracteurs. Alors en plus, elle a un peu aussi détruit l'humus et détruit la biodiversité. En tout cas, elle est très destructive. Mais sachez que pour 500 tonnes par actif et par an, le coût de ce qui a été détruit, c'est 400 tonnes. C'est-à-dire, la valeur détruite représente les 4/5 de ce qui a été produit. Donc la seule valeur ajoutée de l'agriculteur, ce n'est qu'un 5e. Mais un 5e de 500 tonnes, ben c'est 100 tonnes. Mais 100 tonnes, c'est quand même 200 fois plus que les 500 kilos. Et là, je parle bien maintenant de la productivité des agriculteurs. Les 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le même marché, dans un des sacs, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans le sac d'à côté. Cette femme qui va vendre son riz au même prix accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure à celle du concurrent. Voilà la cause de la pauvreté dans le monde, voilà la cause du temps de migration. Alors évidemment, des paysans qui ne parviennent pas, faute de revenus, à pouvoir épargner, investir, améliorer leur système de production. D'autres qui sont condamnés à rejoindre des bidonvilles, ils ont faim, et éventuellement, les plus chanceux des gens qui ont rejoint les bidonvilles, ceux qui parviennent à détrousser un touriste, ou éventuellement servir de bouclier humain à des narcotrafiquants, peuvent payer un passeur et tenter leur chance, traverser le désert libyen ou la Méditerranée dans les conditions que vous savez. Moi, je vous suggérerais qu'on mette fin à ça. Et je vous suggérerais que les peuples du Sud aient le droit de se protéger de nos excédents, et que nous renoncerions à vouloir exporter à vil prix nos excédents alimentaires exportés à vil prix, et nous substituerions ces excédents par des cultures de légumineuses, ça ne ferait pas du tort aux Brésiliens. Là, on est déjà dans le débat un peu plus politique. Mais je poursuis. Voilà, la question des protéines, c'est les légumineuses. Il y a urgence dans tous les pays du monde, Brésil compris, d'associer très étroitement les cultures carbonées, céréales et tubercules, et cultures azotées, les légumineuses, et si possible en circuit court. D'ailleurs, l'agriculteur qui me disait, monsieur Dufumier, j'ai mis du lentilles entre mes rangées de blé. Très fier, me raconte qu'après récolte, les micro-organismes trouvent le carbone de la racine du blé, ils trouvent l'azote résiduel de la légumineuse, parce qu'évidemment la légumineuse, c'est un mode de fertilisation biologique des sols en azote pour les cultures qui vont suivre, mais là les microbes trouvent un bon dosage carbone-azote, 50% de carbone, 5-6% d'azote, et vous savez, il me raconte, ben voilà, il fabrique de l'humus sans même qu'on y mette du fumier. Et honnêtement, entendre ça pour moi, je trouve ça injurieux, moi qui suis un grand défenseur du fumier. J'insiste pour des raisons objectives, excusez-moi, le fumier, c'est comme le carbone de la paille et c'est l'azote de l'urine. Et franchement, si on pouvait faire en sorte qu'en Bretagne, par exemple, on remette nos animaux sur la paille,
que les animaux, ils sont sans doute en surnombre, hein. Moi, je proposerais de les déplacer dans le bassin parisien. Mais honnêtement, savoir qu'en Bretagne, on va aller chercher, alimenter des animaux en surnombre, avec de l'azote brésilien, qui est importé sous la forme de tourteaux de soja ou graines de soja, donc en transportant en paquebot, pour nourrir nos animaux, qui quand ils urinent, l'azote, ça fertilise de très belles algues vertes sur le littoral, mais franchement, aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, n'appelez pas ça circuit court. Et quand je vois que dans le bassin parisien, où il n'y a plus d'urine, puisqu'il n'y a plus d'élevage, et à défaut d'urine, on met de l'urée, engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel russe, excusez-moi, n'appelez pas ça circuit court. Honnêtement, on ne pourrait pas faire en sorte que dans toutes nos fermes, ou au moins dans tous nos terroirs, on réassocie étroitement agriculture, élevage, le carbone de la paille, l'azote de l'urine, fabriquer du fumier, pas de pollution du littoral, pas de nitrate dans la nappe phréatique, tout ça est coincé, piégé dans les bus pour fertiliser les plantes qui viennent ailleurs dans les années d'après en rotation. Évidemment, vous pouvez me poser la question, si c'est si vrai, pourquoi a-t-on fait tout le contraire? Mais ça, c'est le débat de tout à l'heure. Donc voilà, carbone, azote, c'est résolu. Alors là, c'est résolu techniquement parlant, hein, on sait faire. Alors maintenant, c'est vrai, les éléments minéraux, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on a besoin de calcium pour les os, on a besoin de phosphore, pas seulement pour phosphorer, la plante aussi, hein, besoin de calcium, de phosphore, et pas seulement pour phosphorer, hein, c'est la photosynthèse, c'est indispensable pour la croissance de la plante, pour nous, etc. On a besoin de potassium, on a besoin d'oligo-éléments, et là c'est quand même vrai que plus on en prend dans le sol pour notre nourriture, plus il faut envisager éventuellement d'en remettre. Alors le calcium, pénurie de falaises calcaires à l'échelle mondiale, je dis tout de suite, pas de problème, il y en a à l'appel, alors évidemment, parfois, il faut transporter sur les granites de Bretagne, sol très acide. Je conviens, il y a des coûts de transport. Mais il n'y a pas un manque de calcium à l'échelle mondiale en perspective. Les experts sont formels aussi. On dit qu'il n'y a pas de pénurie avant des siècles de potassium. Mais par contre, la vraie grande crainte, c'est le phosphore, c'est les phosphates. Et là, on nous dit même, attention, c'est presque plus rapide que pour les énergies fossiles. On nous dit que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, ça va devenir hyper coûteux. Pour l'instant, ce serait en Norvège, ce serait peut-être au Brésil, mais en tout cas hyper coûteux. Et donc, il va de soi que pour les phosphates, et la plante en a impérativement besoin, nous on a impérativement besoin de phosphore, il faut évidemment éviter de gaspiller. Alors j'aurais envie de dire, c'est un peu comme pour l'azote de l'urine, si ça pouvait, ce phosphore, ne pas fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même pas mal. Parce qu'il y a aussi du phosphate qui se dégage avec nos urines, à nous et les éléphants. Donc les effluents d'élevage, les fumiers, et hop, on recycle ça, économie circulaire de dernière minute, on fabrique le fumier. Les eaux usées humaines, que ce soit pour notre azote, que ce soit pour nos phosphores, utiliser les boues d'épuration, donc les eaux usées humaines, les boues d'épuration, ça pourrait être d'excellents engrais organiques s'il n'y avait pas de métaux lourds. Mais comme nos eaux usées humaines fréquentent aussi souvent des eaux industrielles, là, si c'est riche en cadmium, plomb, mercure, on évite. J'en conviens, là je suis quand même très prudent sur l'utilisation. Enfin, il faut faire les analyses, hein. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de dogme dans l'agroécologie, hein. C'est des raisonnements scientifiques qui nous permettent de bien raisonner les choses. Mais voilà, donc, allons-y. Il faut être là très prudent. Les boues d'épuration, alors évidemment, les latrines sèches, j'en conviens, nos excréments, avec la sciure, ça fait des latrines sèches, ça peut faire un très bon engrais. J'ai plaidé pour des latrines sèches dans les salons du 16e arrondissement, avec un succès mitigé. Bon, et séparer nos eaux usées des eaux industrielles, faire 2 circuits, je crois que ce serait hyper coûteux. Là, il y a vraiment un gâchis, effectivement, qui va être difficile à contrer. Mais en tout cas, maintenant, il nous faut trouver du phosphore ailleurs. Et la question devient, est-ce qu'on peut trouver du phosphore ailleurs? La réponse est quand même oui. La question devient, est-ce qu'on peut en trouver beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais, dans le quand même, ou bien qu'il y a un mais. Où ça? Eh bien, c'est dans la roche-mère, en sous-sol. Le granit, le grès, le schiste, le basalte, le calcaire, ce sont des roches, riches en éléments minéraux. D'ailleurs, les éléments minéraux du sol étaient autrefois dans la roche qui a été altérée par le climat. Et donc là, il y a des profondeurs, il y a quelques kilomètres quand même, de roches entre nous et le magma, il y a encore de l'espace. Et puis, on pourrait dire, on va aller chercher ça dans des lieux, des déserts, etc., où il n'y a pas d'agriculture. Mais l'idée qu'on pourrait mettre en poudre fine, très fine,
réduire ces roches très dures en poudre fine pour fertiliser nos plantes avec des engrais naturels, même ceux qui fertilisent avec du phosphate naturel, ceux-là savent qu'il faut une poudre extrêmement fine pour que ce soit assimilable par la plante. Donc tant qu'on dépend d'énergie fossile, tant que ce n'est pas 100% énergie renouvelable, oubliez, il y en a encore un dans la vie. La mer est altérée tous les jours. Et il y a des éléments minéraux qui sont libérés tous les jours. Et beaucoup d'entre eux vont, avec la nappe phréatique, rejoindre le littoral breton ou méditerranéen, qu'importe, mais ça très lentement. Et c'est quand même vrai que ces éléments minéraux qui sont altérés en sous-sol ne sont pas accessibles à une racine de blé. Mais éventuellement, si c'est accessible à des racines d'arbres, avec des racines profondes, l'arbre va aller le contact avec la roche-mère, le puiser, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille va tomber à terre, ça fertilise la couche arabe. Oui, nous allons remettre des haies dans nos champs, oui, nous allons remettre des pommiers dans la prairie, oui, il nous faut aussi que les arbres puissent jouer un rôle fertilisant, et peut-être certains d'entre vous pratiquent, c'est surtout pour le maraîchage en général, mais ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Donc souvent on élague les arbres, les hautes tiges, on fait du bois raméal, et on met ça fait un mulch, ça évite les remontées capillaires, mais ça peut aussi servir de fertilisant. C'est délicat parce que ces bois raméal fragmentés riches en carbone et pas assez en azote très fréquemment, donc c'est quand même des pratiques techniques pas forcément faciles, mais en tout cas on n'est pas sans savoir-faire aujourd'hui en la matière, mais évidemment c'est aussi les feuilles mortes qui tombent à terre et vont fertiliser la couche arabe avec des éléments minéraux qui ont été épuisés en profondeur. Et puis alors ultra moderne aujourd'hui, c'est pas moi le ponte là-dedans, c'est Marc-André Sellos aujourd'hui en France qui travaille beaucoup sur ces questions-là, c'est les champignons mycorhiziens, un peu comme la truffe qui s'incruste dans la racine de l'arbre. Là aussi, ils se goinfrent des glucides, donc toute l'énergie vient du soleil, mais se goinfrent des glucides, produits de la photosynthèse, et avec ça, développent un mycélium, donc des filaments, c'est comme un moisi extrêmement fin, et là, effectivement, ces champignons parviennent soit à avoir un contact direct avec la roche-mère et restituent ça à l'arbre dont il avait tiré l'énergie, et quand c'est des cultures annuelles, 80% de nos cultures annuelles peuvent accueillir ces fameux champignons mycorhiziens. Et là, les mycéliums parviennent à rentrer dans les argiles, dans les sites internes de l'argile, là où il y a des éléments minéraux qui étaient autrefois dans la roche-mère, qui ont été coincés dans la couche arabe, mais coincés dans les argiles, et même la plante avec les racines les plus filamenteuses ne parviennent pas à les tirer, sauf que les champignons mycorhiziens, eux, tellement fins, parviennent à rentrer dans les sites internes des argiles, solubilisent notamment les phosphates, et restituent ça à la plante dont il avait tiré l'énergie. Et ces champignons mycorhizien ont plusieurs fonctions, notamment, c'est très important pour les phosphates, c'est même la solution pour les phosphates, pour être très honnête, mais c'est aussi, comme pénètrent les argiles, ils peuvent prendre de l'eau des sites internes de l'argile. Évidemment, à la prochaine pluie, l'argile va se regonfler d'eau, rassurez-vous, mais donc ça permet aussi de lutter contre les périodes de sécheresse. Les champignons mycorhiziens, en plus, ils sécrètent une globaline qui confère au sol une plus grande stabilité structurale, une plus grande résistance à l'érosion. Oui, les principaux progrès aujourd'hui en agroécologie scientifique et pour les techniques agricoles, ça va être, est-ce qu'il faut réinoculer nos sols avec des nouveaux champignons mycorhiziens? Est-ce qu'il faut réactiver ceux qui sont déjà existants, mais seuls sont existants dans les sols, les champignons mycorhiziens qui ont résisté aux fongicides, parce que notre agriculture industrielle a mis beaucoup de fongicides. Est-ce qu'il faut en introduire d'ailleurs? Il y a beaucoup de débats entre prébiotiques, probiotiques, éventuellement si vous posez des questions, je serai plus précis. Il y a beaucoup de débats autour de ça, on est quand même en période de recherche, développement en la matière, mais en tout cas là, la réponse est très claire. Effectivement, avec ces champignons mycorhiziens, il y en a encore pour beaucoup de temps à aller les chercher dans les argiles, plusieurs générations, et peut-être que quand tout ça aura déjà été un peu davantage épuisé, on aura la possibilité de réduire en poudre fine des terres, des sols, des roches-mères du Sahara. Mais soyons clairs, oui, il y en a encore pour plusieurs générations où on peut faire l'usage des éléments minéraux qui sont en sous-sol, altérés en sous-sol, ou qui sont dans nos argiles. Oui, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière en ayant la bonne notion de carbone, énergie, protéines, azotées, éléments minéraux. Et là, évidemment, vous l'avez compris, on a remis des arbres, on a remis des qui hébergent des pollinisateurs. Donc, ça y est, on ressuscite les pollinisateurs, les abeilles sauvages et domestiques. Évidemment, dans la bande herbée, il y a les carabes qui vont s'attaquer aux limaces. Vous n'aurez plus besoin de mettre de pesticides. Dans les hautes tiges, vous aurez des mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Et du coup, vous n'aurez pas de tigre dans vos pommes
et vous ne serez pas obligé de mettre des pesticides, donc des pommes sans petits vers, sans pesticides. Oui, cette biodiversité intégrée dans nos systèmes agricoles, je dis bien intégrée dans nos systèmes agricoles, hein, c'est vraiment une seule et même chose. Donc une biodiversité sauvage et domestique en interaction dans des écosystèmes agricoles qui sont, vous l'avez compris, très largement anthropisés, hein, aménagés par l'homme, mais où on rétablit une bien plus grande diversité domestique et sauvage, et bien je vais vous dire, oui, on n'aura plus besoin de produire-cides. Et d'ailleurs, l'agriculture moderne de demain n'éradique plus. Elle ne vise pas à tuer les ravageurs, les agents pathogènes et les herbes adventices. On va juste vivre avec, en minorant la prolifération et les ravages. Minorer les ravages, variété tolérante. La variété tolérante, quand c'est des insectes piqueurs suceurs, c'est parfois des plantes à feuilles velues. L'insecte piqueur suceur, moi j'ai surtout vécu ça dans les zones cotonnières, hein, pour être honnête, les jacides essaient de piquer et sucer la plante de coton, et bien les poils l'en empêchent, et donc le coton arrive à vivre en convivialité avec un insecte qui était quand même considéré comme ravageur. Maintenant, vous avez des chenilles, alors là, choisissez des feuilles lisses, cirées, le papillon dépose son œuf, l'œuf tombe à terre, pas de développement de larves sur la feuille. Et même maintenant, aujourd'hui, plus compliqué, on commence à voir des plantes tolérantes qui tolèrent simultanément, au même lieu, des insectes piqueurs suceurs et des chenilles. Feuilles lisses. Alors pourquoi l'insecte piqueur suceur ne parvient pas à avoir des ravages dans la plante? Alors attention, c'est quelques plantes hein, pour l'instant. On est très en retard là-dessus. Hein. On a pris ces questions-là beaucoup trop tardivement, hein, avec les climato-sceptiques, tous les gens qui disaient mais on commence à mieux comprendre. L'insecte piqueur suceur, c'est pas toutes les plantes, je vous dis tout de suite, ni tous les insectes piqueurs suceurs, piquent, il y a un trou, il y a un gaz volatile, et qui est attractif de la coccinelle, qui va s'attaquer au puceron. Donc aujourd'hui, l'agriculture moderne de demain joue sur les interactions entre ces animaux sauvages, ces animaux domestiques, ces plantes sauvages, ces plantes domestiques, ces plantes, ces animaux avec des microbes, des champignons, des bactéries, enfin, je veux dire, c'est ça l'agriculture moderne de demain. Il nous faut, là où les agroécosystèmes ont été exagérément simplifiés, parce qu'il fallait favoriser que la croissance de quelques espèces domestiques, végétales ou animales, maintenant on sait, non, la croissance et le développement de ces espèces végétales et animales domestiques iront de pair avec le maintien d'une énorme biodiversité sauvage, les insectes auxiliaires et tous les vers de terre. Mais évidemment, on s'interdit tous les produits ensuite. Évidemment, si vous voulez ressusciter les champignons mycorhiziens, évitez d'employer des fongicides pour soigner une plante, parce que si le fongicide tombe à terre, ça va tuer les champignons mycorhiziens. Alors, on s'interdit les produits ensuite, et du coup, on n'aura plus de perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes. Nos gamins auront une bonne nourriture, et leur espérance de vie pourra éventuellement en bonne santé, pourra éventuellement s'accroître. Je suis désolé pour ceux qui sont déjà adultes et qui ont peut-être été exposés à ça. C'est un peu dur hein, comme nouvelle, mais c'est quand même, alors évidemment, encore une fois, hein, c'est démontré, prouvé, même si ce n'est pas statistiquement avéré. Donc nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, par des techniques agricoles hyper savantes, c'est techniquement parfaitement possible. Et on m'a dit qu'il y avait un gros défaut, cette forme d'agriculture qui relève de l'agroécologie, c'est que c'est artisanal, c'est diversifié, on l'a vu, association agriculture élevage, rotation de culture, association végétale, ce genre de choses. C'est soigné, bichonné, c'est artisanal, c'est exigeant au travail. Voilà. Le principal reproche qu'on me fait de ces formes d'agriculture, c'est que c'est intensif en emploi. Alors excusez-moi, dans des pays, même le nôtre, où il y a du chômage, faire en sorte qu'on puisse aider à l'installation de jeunes agriculteurs, c'est loin d'être idiot. Et dans les pays où tous les agriculteurs, un grand nombre, sont allés rejoindre les bidonvilles, ressusciter de l'emploi agricole dans ces pays, une agriculture intensive en emploi, éviter la pauvreté, faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, je trouve que ce serait franchement pas idiot. Et du coup, je n'ai plus qu'une seule et dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, merci. Donc, peut-être des gens qui ont des questions à poser. On va faire tourner pour que on ne soit pas, qu'on puisse faire une agriculture plus rentable humainement, sans passer par une mécanisation du type la moissonneuse de 16 mètres ou de 18 mètres de largeur de coupe. Alors, est-ce qu'on sent des techniques, des moyens,
Alors la réponse sur le plan technique, mais l'agriculture restera artisanale pendant un bon moment. Mais effectivement, la rizière, d'ailleurs, je ne vous cache pas, mais certains ont déjà entendu que c'est les femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Quand je réponds un peu longuement à la question, hein, mais il faut quand même que je réponde à la question. Mais quand j'étais jeune agronome formaté, je devais enseigner, c'était un remplacement de service militaire, j'avais une coopération civile, et j'étais heureux donc de pouvoir enseigner la riziculture améliorée à des malgaches qui pratiquaient une riziculture traditionnelle. Et évidemment, c'était la variété améliorée, la première variété. Alors, améliorée, je mets des guillemets. Hein. Quand je mets mauvaise herbe, mauvais, vous mettez des guillemets. Quand je dis améliorée, vous mettez des guillemets. C'est des langages consacrés qui est complètement une supercherie. Mais c'était une variété à haut potentiel génétique de rendement, paille courte, feuilles érigées, concurrencée par les herbes aquatiques, donc j'enseignais l'herbicide, sensible à une périculariose, donc un champignon pathogène, j'enseignais le fongicide, et effectivement aussi une cicadelle qui transmet le virus, j'enseignais l'insecticide. Et je mets les pieds dans la rizière, et en mettant les pieds dans la rizière, je découvre, entre les orteils, il y a des poissons. Et elles m'ont vite démontré, ces femmes, qu'il y avait des poissons, il y avait des grenouilles, il y avait des escargots, il y avait des canards, et qu'avec le produit ensuite, je tuais toutes leurs sources de protéines. Donc déjà, première erreur. Et donc, je pourrais accroître le rendement en riz, je tue les sources de protéines, et c'est elles qui m'ont expliqué, elles n'ont jamais prononcé le mot agroécologie, hein, mais que leur objet de travail, c'était un écosystème agricole, un agroécosystème d'une incroyable complexité. Et bien, on peut encore enrichir cette complexité avec des cyanobactéries, avec des l'azoles, donc un espèce d'engrais vert auprès desquels prolifèrent les cyanobactéries qui fixent l'azote de l'air pour fertiliser le riz. Et au moins, on a déjà, pour ces populations-là, une possibilité d'accroître les rendements à l'hectare, ce qui est important dans les pays souvent densément peuplés, d'accroître les rendements à l'hectare sans coût en intrants. Donc oui, il y a des méthodes inspirées de l'agroécologie qui peuvent, avec cette énorme biodiversité dont je parlais, et en l'enrichissant, comme je dis là, d'accroître leurs revenus pour la même quantité de travail. Alors par contre, effectivement, l'idée d'alléger la pénibilité du travail ou de remplacer des gens par des machines, je vous le dis tout de suite, dans ces pays, il ne faut l'envisager que si on est sûr que les gens qui sont remplacés par des machines ne tombent pas au chômage. Donc, oui, on est obligé, dans un grand nombre de pays comme les leurs, dans un pays densément peuplé, de pouvoir des accroissements de rendement sans avoir rien à détruire, ni engrais, ni pesticides, ni humus, ni poissons, ni canards, ni rien. Donc une agriculture plus hautement productive à l'hectare, sans une agriculture plus productive, mais pas destructive. C'est la seule issue dans les pays. Et puis plus tard, si un jour on peut sortir de cette extrême pauvreté, mais déjà, si le sens de la pauvreté en accroissant le rendement à l'hectare, peuvent vendre un peu de riz, commencer à acheter, du coup, ils peuvent perfectionner leur système, et peut-être que certains pourront commencer à être nourris à Madagascar avec de la nourriture malgache et commencer l'industrialisation. Mais dans l'immédiat, l'idée que pour accroître la productivité du travail, il faudrait remplacer des gens par des machines, on risque de mettre les gens au chômage, ce n'est pas une solution. Là, dans beaucoup de pays où l'agriculture est encore manuelle, je pense qu'il nous faut alléger la pénibilité du travail, ça j'en conviens, mais accroître le rendement sans coût en intrants, sans coût en monnaie, et sans coût supplémentaire en travail. Vous avez quand même dit alléger la pénibilité du travail, parce que c'est moi, c'est l'image que j'en ai. Alors, pour la riziculture, je ne dis pas qu'on est sans solution, il y a la possibilité de semi-direct, etc., mais qui préfigurerait, c'est pour ça qu'il faut d'abord qu'elles accroissent leurs revenus et puissent épargner, pour ensuite commencer des systèmes de l'eau où effectivement on peut, j'allais dire, alors c'est compliqué parce que on allonge un peu la durée du travail en fait, mais pouvoir repiquer à des stades différents, les rizières du bas, les rizières du haut, mais accroître des revenus en élargissant effectivement les surfaces un peu par actif. Enfin, on n'est pas sans solution. Mais au début, c'est l'accroissement du rendement brut, sans rien détruire, qui est la seule première issue. Voilà. Et plus tard, quand il y a l'industrie, quand il y a des emplois extérieurs, on peut envisager de remplacer les gens par des machines. Alors j'ai une première question, ça concerne la transformation des fermes en France. Le modèle agricole que vous proposez, est-ce qu'il est facilement mis en œuvre dans nos fermes en France? Alors quand je dis nos fermes, c'est la ferme moyenne qui fait plus de 80 hectares aujourd'hui. Voilà. La ferme, et puis peut-être aussi les outils industriels développés par les coopératives pour écouler la production réalisée par ces fermes-là.
Alors je vais essayer de répondre à ça, évidemment, de ne pas refaire une conférence, parce que j'ai tendance à faire une conférence entière à chaque question. Et vous allez voir que la discussion va déborder sur des questions politiques, hein, effectivement. C'est-à-dire quel type d'agriculture, je n'emploie pas le mot modèle, parce que les gens prennent un modèle à imiter, donc, mais quel type de système de production il faut promouvoir en relation avec la taille des fermes en particulier. Et du coup, voilà. Alors, j'aurais envie de dire qu'il y a plusieurs façons d'essayer de promouvoir des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie en France. Sachez qu'il y a plus d'un tiers des gens qui s'installent agriculteurs aujourd'hui s'installent hors cadre familial. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas agriculteurs, fils ou filles d'agriculteurs, mais qui s'installent, parfois des informaticiens. Inutile de vous dire que ces gens-là ont peu de capitaux, peu de terrain, et ceux-là sont prêts, effectivement, à pratiquer une agriculture qui relève largement de l'agroécologie, parce que sur de faibles surfaces, ils utilisent l'usage intensif de ce qui ne coûte rien. Mais par contre, il faut être très honnête, ces gens-là découvrent que c'est quand même beaucoup de travail, et un travail pénible. Alors évidemment, l'archétype, c'est la permaculture. La permaculture est très exigeante en travail à ses débuts, mais une fois que c'est bien établi, c'est quand même la plante cultivée qui fait de l'ombrage à l'herbe adventice, et non pas l'herbe adventice qui fait la concurrence à la plante cultivée. Mais les premières années, avant que l'équilibre écologique soit atteint de la permaculture, qui quand même accroît les rendements à l'hectare, hein, là on est donc on est plus dans des agricultures manuelles à la limite de ce qu'on pourrait rencontrer dans les pays du Sud, sauf qu'on est en France. Mais il s'inspire, j'allais presque dire à l'extrême, des principes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire on fait en sorte que plus rien ne se lève de notre terre, on fait en sorte pour que, évidemment, l'eau soit infiltrée dans le sol, qu'avec le paillage superficiel ou le mulching, l'eau ne remonte pas par remontée capillaire. Enfin, c'est hyper savant. Mais il y a des gens quand même qui réussissent très bien. Donc il y a des gens qui réussissent très bien, mais attention, c'est au départ un très 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 gros travail. Et moi je pense que ces gens qui nous rendent un service, notamment dans les zones périurbaines, c'est peut-être ça aussi qui pourrait permettre parfois les restaurations collectives et ce genre de choses pour les fruits et légumes. Parce que là, je crois que je n'ai pas insisté sur l'alimentation saine, correcte. C'est aussi, il faut qu'il y ait des bonnes teneurs en polyphénol, en antioxydants, en vitamines. Et plus le délai est important entre le moment de la récolte et le moment de la consommation, plus ça perd toutes ces qualités-là. Donc effectivement, rétablir des ceintures urbaines, périurbaines, avec une agriculture intensive en travail, avec des jeunes décidés à faire ça, parce que c'est de leur intérêt, vu le peu de surface auquel ils ont accès, je trouve que c'est loin d'être idiot. Mais ça nous ramène comment de leur donner accès à des terrains, terres de liens, les SAFER, et c'est un débat hautement politique, je vous le dis tout de suite, parce qu'en général, il n'y a plus ces ceintures périphériques. Alors maintenant, il y a comment on peut faire évoluer dans des grands domaines. Alors effectivement, moi j'ai des exemples quand même, alors de plus en plus nombreux, mais trop peu nombreux, hein, il faut être très clair, des exploitations qui étaient céréales, grandes cultures, betteraves et autres, et qui réintègrent de l'élevage. Parce que je plaide pour que la Bretagne ait moins d'élevage, hein, donc les éleveurs sont sûrement, mais qu'on en déplace dans le bassin parisien. Alors mettre de l'élevage dans le bassin parisien aujourd'hui, je vous dis, ce ne sera pas des prix Holstein qui produisent beaucoup de lait, le laisser de l'eau, on va le déshydrater pour faire de la poudre, c'est pas ça. Hein. Ce serait plutôt des brebis, évidemment, brebis laitières, donc traite et transformation fromagère et circuits courts. Mais oui, moi j'ai vu des exploitations de 300 et plus d'hectares où ils ont multiplié l'emploi par 3. En général avec des gens proches. Mais aujourd'hui, alléger la pénibilité du travail, c'est en clair, surtout quand on réintroduit du lait, ben pour être très honnête, c'est quand même pouvoir prendre des vacances et dans des week-ends, il faut qu'on soit plusieurs et qu'on soit substituable pour la traite. Mais en général, les ateliers sont faits, il y a les grandes cultures, il y a l'élevage laitier, la transformation fromagère, les circuits courts, 3 emplois. Mais on est substituable néanmoins. Donc alléger la pénibilité du travail, c'est aussi être dans des collectifs, dans des grandes fermes. Je crois que les seuls endroits où je vois ça franchement très bien marcher, c'est des exploitations où les actifs sont de l'ordre de 3 dans la ferme, la grande. Mais néanmoins, c'est quand même création d'emplois. Et puis, je ne vous cache pas, alors là c'est plutôt la Bretagne, moi c'est des anciens élèves, hein. Alors ça m'amuse parce qu'ils sont devenus agriculteurs, éleveurs et autres. Alors ils me racontent, M. Fumet venait voir, alors y compris ses parents, elle, faisaient de l'élevage à viande, et commencent à me raconter, oui, nous on fait du lait, alors c'est très rare de voir les gens passer d'un élevage allaitant à un élevage laitier, mais oui, c'est des jersiais, c'est monotraite, etc. Et quand j'arrive sur la prairie, il dit, voilà notre prairie, je ne vois pas des jersiais, je vois des poules pondeuses dans la prairie. Donc c'est des rotations, mais c'est des rotations alors, ils ont inventé des choses moins pénibles, monotraite,
Ils sont à 3, substituables, ils peuvent prendre des week-ends, ils peuvent prendre des vacances et ce genre de choses. Et puis effectivement, c'est une incroyable complexité. Il y a les pommiers, il y a la prairie permanente, alors là, il n'y a plus un rayon de soleil qui tombe à terre. Donc oui, il y a des grandes fermes qui parviennent parfaitement à pratiquer les systèmes. Alors ça dépend des conditions locales, quoi. Mais la réponse est quand même oui. Et puis, évidemment, comme c'est quand même artisanal et plus exigeant au travail, moi je suggère que ce travail soit correctement rémunéré. Et là, la question devient hautement politique. Qu'est-ce qu'on va rémunérer? Alors eux, les anciens élèves, comme ils font aussi la vente en circuit court au marché, ils n'ont pas, c'est pas Lidl, c'est pas Auchan, c'est pas Carrefour, c'est pas Leclerc qui leur prend la marge. Ils ont cette possibilité-là de rencontrer des gens, d'ailleurs c'est pas déplaisant forcément de rencontrer des gens sur les marchés, et effectivement, cette commercialisation directe leur permet de surveiller. On ne peut pas généraliser ça à tout le monde, à un moment il faudra peut-être s'organiser autrement, mais oui, ils y arrivent, et sans que ce soit trop pénible. Et en tout cas, eux ne sont pas à 2 doigts du suicide. Leurs voisins qui ont investi dans 2 robots de traite, 3 robots de traite même parfois, qui font de la poudre de lait, et on leur dit que c'est pas rentable, les Chinois ont retiré l'usine, etc., je ne vous raconte pas. Hein. Là, ils n'osent pas dire à leurs enfants qu'ils ont du mal à rembourser le crédit agricole. Donc ça, il faut mettre fin à ça. Et là, il y a urgence. Mais moi, rémunérer le travail, quand il y a un supplément de travail, je pense oui. Si on séquestre du carbone, dites-moi à quel prix vous nous séquestrez du carbone, c'est service d'intérêt général, moi, le contribuable, je suis prêt à payer. Quand on remet des légumineuses, ça nous évite des importations de soja, ça nous évite des importations de gaz naturel russe, ça nous évite des émissions de protoxyde d'azote, c'est d'intérêt général, écoutez, je suis prêt à vous payer. Vous mettez des infrastructures écologiques qui vont héberger les mésanges, qui vont héberger les carabes, qui vont héberger les cirques, les pollinisateurs et autre chose, c'est d'intérêt général, écoutez, je suis prêt à payer. Voilà, ben, les subventions de la PAC, les impôts que je paye déjà, devraient rémunérer le travail et non pas des subventions proportionnelles aux surfaces. Et là, c'est la question politique. Mais les 2 cas sont possibles, hein, de création d'emplois dans des grandes fermes ou création d'emplois dans des petites fermes, à la condition d'avoir accès au terrain, évidemment, pour des gens qui vont pratiquer une agriculture un peu inspirée de la permaculture. Les 2 choses sont possibles. Oui. On n'est pas sans solution déjà éprouvée, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds bien. C'est bon. J'ai été visiter une ferme il y a 15 jours, là, et alors il fait du lait, et il a qu'une traite, il fait qu'une traite par jour. Il dit, moi je veux être agriculteur, mais je ne veux pas trop travailler, enfin je vais avoir une vie normale, une vie de famille, et il fait une traite par jour et il met ses vaches à l'herbage. Oui. Et voilà. Et c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. Oui, moi, les évolutions que je vois... Des vaches, alors c'était des kiwis et des jerseys. Oui, voilà. C'était des petites... Oui. Donc c'est quand même des changements radicaux. Hein. Bon, c'est complètement différent. On revient des races plus rustiques, alors évidemment qui valorisent mieux l'herbage. En plus, bon, la qualité saine, hein, j'ai oublié de le dire, mais un lait riche en oméga 3, c'est quand même plus sain qu'un lait reconstitué avec une poudre. Enfin, oui, le lait à l'herbage est d'emblée déjà, d'un point de vue nutritif, meilleur qu'un lait au maïs soja. Je voudrais savoir quelle est la place de l'enseignement de l'agroécologie dans les lycées agricoles aujourd'hui en 2023 et dans les formations d'agronomie. Alors je vais essayer de répondre aux 2. Très honnêtement, dans les lycées agricoles, je pense que ça s'est considérablement amélioré depuis, il s'était à mettre à l'honneur d'un ministre, hein, Stéphane Le Foll, qui lui-même avait été autrefois enseignant dans des lycées agricoles. Il y a quand même un cours d'agroécologie obligatoire dans tous les cursus. Et pour moi, ce qui est décisif, c'est que depuis que ce cours est introduit, un grand nombre de professeurs, peut-être un peu technocrates et autres, etc., qui me disaient autrefois, monsieur Dufumier, là, vous voulez remettre vous voulez refaire du fumier, vous voulez remettre les animaux sur la paille, c'est bien un retour en arrière, monsieur Dufumier, c'est bien l'âge de pierre, hein, ami, monsieur Dufumier. Hein. Maintenant, on me dit, non, monsieur Dufumier, votre agroécologie, là, telle que vous le racontez, c'est vachement savant, quoi, mais c'est beaucoup trop sophistiqué. Et savoir qu'on est passé de très arriéré à très savant, ça change l'ambiance. Maintenant, et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur, l'enseignement reste encore trop passionnant. C'est-à-dire que s'il y a un cours d'agroécologie, il n'y a qu'un cours de sciences du sol, il y a un cours évidemment de protection des cultures. En sciences du sol, on enseigne les champignons mycorhiziens. Protection des cultures, on enseigne les fongicides. Mais peut-être qu'aucun des 2 profs, enfin pour l'enseignement supérieur je peux en témoigner, mais aucun des 2 profs, celui qui protège les cultures avec les fongicides dira faites gaffe aux champignons mycorhiziens, et celui des sciences du sol, pour sauver les champignons mycorhiziens, oubliera de dire
n'épandez pas de fongicides pour guérir vos plantes. Donc c'est ce côté systémique, ce côté intégré, ces interactions entre tous les éléments vivants, domestiques et sauvages, qui est encore trop peu enseigné. Et dans l'enseignement supérieur, je suis très mal à l'aise, non, je suis à l'aise parce que ça fait déjà 12 ans que je suis en grande vacances et que j'ai quitté l'établissement qui s'appelle Agro Paris Tech. Et j'ai vu des jeunes qui commençaient à dire qu'il fallait déserter les métiers pour lesquels on était préparé et bifurquer pour ne pas rentrer dans le mur. Donc il y a encore une insatisfaction, semble-t-il, dans l'enseignement. Mais c'est l'enseignement en silo. Et plus encore peut-être dans l'enseignement supérieur que dans le lycée agricole, parce que la trajectoire professionnelle, la carrière, comme on dit, dans l'enseignement supérieur, c'est quand même le nombre de publications dans les revues à comité de lecture. Et du coup, se faire interroger par d'autres disciplines sur la remise en cause même du thème de recherche sur lequel on travaille, c'est insupportable. Et donc on enseigne ce sur quoi on est performant. Et quand on pose, moi j'ai vu, des questions génétiques moléculaires, oui, alors et le gène de Jonquille que vous avez mis là dans le riz doré pour que les petits Chinois n'aient pas de la vitaminose A, si ce gène de Jonquille passe sur un riz sauvage en Asie, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, s'il vous plaît, ne me posez pas cette question. Moi, c'est génétique moléculaire, c'est pas génétique des populations. Donc la séparation des disciplines fait que quand même l'enseignement silo, on a encore beaucoup à se battre. Oui. Donc quelques progrès quand même, mais encore beaucoup à se battre. Oui, bonsoir et je vous remercie pour votre conférence. Moi, je rejoins Madame. Alors, il y a la question de l'enseignement, mais il y a aussi la question des consommateurs. Parce que c'est le consommateur, au final, qui achète et qui doit être sensibilisé à une certaine une façon de consommer. Et donc ça, donc c'est plein, tout ce que vous dites, c'est vraiment plein de bon sens et moi je me retrouve complètement dedans. Sauf que comment on fait pour sensibiliser celui qui va manger, c'est-à-dire le consommateur final, et à se dire tiens, il faut que je fasse tel choix. Et souvent, ceux qui sont vraiment pénalisés, c'est justement ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui ont peu de moyens. Parce que les autres, ils ont toutes les bonnes informations. Et comment on fait les ponts, comment on fait les liens quand on n'a que des grandes surfaces où on peut acheter des haricots justement de Hollande, de tel ou tel pays, où justement on ne va pas favoriser la filière locale. Ou alors c'est un leurre. Oui, alors je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. En fait, il y en a deux. Alors évidemment, conscientiser le consommateur, je suis on ne peut plus pour très clair, et je pense que l'histoire récente l'a montré, ce qui est le plus décisif dans le choix du consommateur, c'est l'argument santé plus que l'argument environnemental. Évidemment, la défense des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie et l'agriculture biologique relève très largement, vous l'avez compris, de l'agroécologie, et son grand mérite, c'est qu'évidemment, il y a une certification par une tierce partie, il y a un logo, et des gens qui ont un pouvoir d'achat, je suis de ceux-là, suffisant, pour des raisons de santé, moi je mets peut-être aussi d'environnement, mais sont prêts à acheter plus cher un bon produit. Et il y a quand même eu d'énormes progrès en France, mais à mon avis, à ma grande surprise, je ne vous cache pas, c'est que les revues diététiques et certaines émissions même de télé qui portent sur le nutritionnel et la diététique, moi quand je regarde les revues, souvent je regarde la pub et je me dis, oh là, cette revue, si elle veut monter ses pages de pub, ne peut pas être favorable à l'agriculture bio. Mais néanmoins, je pense qu'il y a eu une éducation à l'alimentation saine en France qui a quand même progressé, et je pense que c'est plus par ces revues-là que par l'école, même s'il y a beaucoup de choses à faire à l'école, le jardinage à l'école et ce genre de choses, l'éducation à la saisonnalité à l'école est le parent décisif. Donc oui, il y a vraiment l'éducation du consommateur dès son âge gamin jusqu'à l'âge adulte, par tous les moyens. La directrice de l'agence bio racontait l'autre jour qu'elle réclame des aides pour faire de la conscientisation, et elle raconte que quand ils interviennent dans une région pro-bio, l'accroissement de la consommation bio s'accroît de 5%. Donc c'est pas suffisant, mais c'est pas non plus anodin. Donc oui, l'éducation et la conscientisation me paraît évidente. Alors l'histoire récente a montré que quand il n'y avait pas trop d'inquiétude sur le pouvoir d'achat, il n'y avait pas trop d'inflation, quand on était un peu avant le Covid, ou même pendant le Covid, où les gens faisaient de la cuisine, il y a eu un engouement pour la production labellisée bio, et y compris, à cette époque-là, c'est l'offre qui était insuffisante, la demande était supérieure, les prix montaient. Et à ce moment-là,
les produits bio étaient rémunérateurs par le fait du consommateur. Le gros problème, c'est que les grands élevages de surface, parce que vous avez ça, ben, à ce moment-là, on commençait à importer. Et aujourd'hui, vous avez des filières donc, logistiques d'importation de produits au moins chers. Ça peut venir d'Espagne, où c'est récolté par des équatoriens sous-payés en Espagne, ou d'Allemagne, c'est des travailleurs turcs sous-payés. Là, il y a des distorsions de concurrence, notamment sur les conditions de travail. Et aujourd'hui, où à l'inverse, on se retrouve en période d'inflation, les gens perdent leur pouvoir d'achat, et du coup on voit une baisse de la demande, qui est quand même liée au pouvoir d'achat par les gens, ben effectivement, le produit bio est en train de s'effondrer, et néanmoins, les filières d'importation existent et perdurent. Donc là, c'est un très très réel problème. Alors moi, la question, je l'élargis un petit peu, enfin vous l'avez vous-même élargi, c'est, ben oui, mais du coup, et moi d'ailleurs je vous le disais, je suis plutôt un acheteur de produits bio, je ne dis pas que je mange tout bio, mais vraiment, et tout, parce que j'ai un pouvoir d'achat, pour des questions de santé et tout, moi je suis vraiment très favorable à ça, et ça y est, j'ai aussi la chance que j'ai des biocoop ou des marchés paysans à proximité, enfin j'habite dans plusieurs endroits, donc tout dépend de là où, si je suis à Montpellier, Paris ou ailleurs, mais voilà. Mais en même temps, oui, il faut que les bons produits issus de l'agriculture biologique labellisée soient accessibles à des couches modestes. Et là, effectivement, laisser entendre que la rémunération d'agriculteurs qui pratiquent des types de systèmes inspirés de l'agroécologie, qui exigent un travail, parce que c'est plus artisanal, pour que les agriculteurs soient correctement rémunérés avec cette agriculture plus exigeante en travail, ne pas faire supporter ce surcoût que aux consommateurs. Parce que sinon, les couches modestes ne pourront pas. Donc je pense qu'il nous faut aussi que tout ce qui correspond à des services d'intérêt général, la séquestration de carbone, les légumineuses, les infrastructures écologiques, au moins ces trois grandes catégories de services environnementaux d'intérêt général, puisque c'est d'intérêt général, qu'ils soient contribuables qui payent. Et l'idée serait, alors c'est pas des subventions, ah vous êtes des mendiants, ah, vous avez besoin d'aide, non, c'est vous nous rendez un service, à quel prix vous êtes prêts là, ici, dans vos régions, à nous séquestrer du carbone. Alors évidemment, selon les régions, est-ce que c'est remettre des animaux sur la paille, est-ce que c'est remettre des infrastructures écologiques et ce genre de choses pour séquestrer du carbone, à quel prix vous nous rendez service. Vous savez, moi, quand je négocie, généralement, s'il y a donc un vrai camembert de Normandie, ou les crues, ou les louches bio, etc., là, il dit, je ne peux pas vous faire en dessous de ce prix-là. Je dis, top là, je vous l'achète à ce prix-là. Et là, voilà, pareil. On fera ça pour les services environnementaux, pareil pour les légumineuses, pareil pour les infrastructures écologiques, sur des contrats de 5 ans. Bon, tout ça, c'est évidemment que des idées, c'est modifiable, les modalités, mais je pense que oui, des agriculteurs beaucoup plus nombreux évolueraient vers l'agriculture biologique. C'est pour ça que moi, c'est ça la transition agroécologique. C'est des conditions politiques qui font que ces systèmes, déjà éprouvés, j'insiste, mais soient davantage mis en œuvre. Ça peut être les GRTS, ça peut être ce genre de choses. Et bien que les gens soient correctement rémunérés par le contribuable pour ce faire. Et du coup, les bons produits qui en résultent deviendraient plus abondants, du coup ça deviendrait accessible aux couches modestes, et l'agriculteur serait néanmoins correctement rémunéré, parce que rémunéré pour les services environnementaux. Donc il nous faut concilier la rémunération correcte des agriculteurs, d'une agriculture plus artisanale, plus exigeante en travail, et le rôle des consommateurs qui ont besoin d'avoir un bon produit pour un moindre coût. Voilà, c'est ça qu'il nous faut arriver à combiner. Voilà. Et ben, voilà. Alors, localement parlant, et c'est des choses que je crois vous allez discuter, et puis les plans alimentaires territoriaux pourraient dans un premier temps, pour assurer que les gamins aient une bonne nourriture, parce que quand même, on dit les perturbateurs endocriniens, c'est quand même à ces âges-là que les effets, l'espérance de vie en bonne santé va diminuer. Moi, je saurais déjà que, alors ce serait la demande par un produit, mais que les collectivités territoriales s'engagent à acheter un volume. Alors, je sais que la logistique, c'est hyper compliqué, parce qu'il y a des vacances des gamins qui tombent à un moment où arrivent les récoltes, pour lesquelles je ne suis pas expert de la logistique, pour être honnête, mais je pense que oui, à travers des plans alimentaires territoriaux, assurer la bonne alimentation des gamins et un prix rémunérateur pour les producteurs, ça peut être un premier pas. Mais après, ces élus territoriaux peuvent s'interroger à leurs députés, aux députés européens, aux commissaires européens, à Madame le Green Deal, après tout, le pacte vert, qu'est-ce qu'on attend pour modifier la politique agricole commune qui a dans le sens rémunérer correctement des paysans qui font un bon boulot pour faire des bons produits et nous rendre des services environnementaux. Voilà. C'est d'acheter les produits au juste prix aux paysans. Oui, acheter le juste prix, oui. Si
si on n'a pas de Oui. petits commerces, Alors, on ne pourra pas y arriver. C'est vrai que quand je racontais l'expérience de mes anciens élèves que j'ai visité l'autre jour, que je crois que c'est parce qu'ils le font en circuit court. C'est vrai qu'on peut acheter un produit bio pour pas plus cher. À partir de moi, il n'y a pas ces marges des grandes et moyennes surfaces. Hein, on est bien d'accord. Oui. Mais le problème, il est entre les grandes surfaces et le petit commerce. Oui. Pour moi, les petits ruisseaux, il faut les Alors, nettoyer. il y a des suggestions aujourd'hui que vous connaissez peut-être, qui sont celles de la Confédération paysanne, une sécurité sociale alimentaire. Je suis très pour, même si sur les modalités, j'ai peut-être des petites différences. Mais l'idée qu'il puisse y avoir une sécurité sociale alimentaire comme une sécurité sociale sur la santé, c'est-à-dire que nous cotisions tous, et quand il nous arrive un aléa de santé, ben on voit bien qu'on est guéri quand on a des moindres frais, parce qu'on a cotisé et on est inscrit à la sécurité sociale, ben là ce serait pareil, il arrive un accident, voilà, cette femme a 2 enfants, son mari est parti, il ne paye pas la pension de réversion, c'est la cata. Et effectivement, que ces gens-là puissent avoir un chèque alimentaire, ils puissent correctement se nourrir, sans être considérés comme des mendiants et fréquenter les restaurants du cœur, ça je pense c'est essentiel. On a cotisé, il nous arrive un accident, on est guéri, on est nourri. Moi je trouve ça normal. Alors ce chèque alimentaire, évidemment, ce ne serait pas pour les Lidl et les grandes et moyennes surfaces. Et moi je privilégierais les commerces effectivement de proximité de centre-ville. Est-ce que nécessairement ça devrait être un produit label bio? Là, je vous fais l'aveu tout de suite, je suis un peu plus réservé. Mais je pense que les produits labellisés, donc terroirs, bio et autres, issus de l'agriculture, qui relèvent très largement de l'agroécologie dont je parlais, je serais, alors, diminuer la TVA, qui est déjà pas très élevée, le risque, surtout si c'est des grandes surfaces, c'est que c'est elle qui s'en empare, des émissions de la TVA, donc je ne suis pas sûr que ce soit une grande efficacité. Moi, je serais surtout pour que ces agriculteurs-là soient rémunérés pour les services. Donc, par juste le bon produit et la bonne qualité du service environnemental par la voie contractuelle. Et puis, il y a d'autres méthodes. Hein. Et ça fait, moi, des décennies que je plaide pour qu'on mette des taxes sur les engrais azotés de synthèse. Un malus. Et avec cette taxe, on rémunère les légumineuses. Ben, je vais vous dire, on aurait fait ça il y a 40 ans. On aurait dit, à l'époque, c'était la régulation des prix. Ben, je veux dire, les agriculteurs, bien que la fertilisation chimique devient plus coûteuse et que la fertilisation biologique devient rémunératrice, ils auraient choisi les légumineuses plutôt que les engrais azotés de synthèse. Et c'est bon pour la survie d'intérêt général, c'est bon pour nos oméga 3, c'est bon pour tout ça, quoi. Donc, oui, il y a 1001 façons de faire en sorte que ces formes d'agriculture artisanale soient correctement rémunérées, mais ne nous trompons pas, c'est le travail qu'on rémunère et non pas les hectares qu'on subventionne. Là, je dis tout de suite, on n'a pas encore gagné. Merci. On va peut-être prendre une dernière question quand même. Oui, bonsoir. Vous nous avez parlé tout à l'heure de vos anciens élèves qui étaient en Bretagne. Il me semble aussi que vous avez eu un ancien élève, ou votre école a eu un ancien élève qui a été ministre de l'Agriculture tout récemment. Donc apparemment, la formation ne suffit pas forcément. Et ma question, c'est qu'est-ce qui décide de l'agriculture en France? Est-ce que c'est effectivement le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, ou est-ce que c'est pas plutôt un syndicat majoritaire avec ses intérêts bien particuliers? Voilà, je savais que les discours seraient hautement politiques. Et vous avez peut-être aussi quelques expériences de rendez-vous avec des ministres à nous raconter, et de nous dire un peu comment les choses se passent en coulisses. Oui, ben effectivement, j'ai rencontré... Alors, je n'ai pas rencontré Marc Fesneau, le ministre actuel, mais c'est vrai que j'ai rencontré tous les ministres de l'Agriculture, depuis Michel Barnier jusqu'à M. Julien Normandie, que vous n'avez pas cité, mais que je cite, et ayant été effectivement mon ancien élève, preuve que j'étais franchement mauvais professeur. Merci de me le rappeler, ça me fait un grand plaisir. Peut-être ne venait-il pas à mes cours, parce qu'il n'avait pas choisi notre spécialisation, M. Julien Normandie, il avait choisi plutôt génie rural, eaux et forêts, enfin génie rural. Voilà, mais alors, pareil, je vais répondre un peu longuement à la question, en vous montrant un peu M. Michel Barnier. M. Michel Barnier était très ouvert aux questions écologiques, parce qu'il avait été, avant d'être ministre de l'Agriculture, il avait été ministre de l'Environnement. Et puis je ne vous cache pas que quand je l'ai rencontré, j'étais donc encore son fonctionnaire, hein, j'étais en activité, c'était quand même le Grenelle de l'environnement. Et le Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez, c'est l'élection de Sarkozy, c'est Nicolas Hulot qui avait fait un pacte, c'est Sarkozy qui dit non, mais cliquez, il avait été le moins bien noté, hein, Sarkozy candidat sur le pacte, il a dit moi si je suis élu, je fais un Grenelle de l'environnement. Et c'est vrai que le monde... Et il y avait quand même un mouvement d'opinion dans la société civile qui allait un peu plus dans ce sens-là que précédemment. Et c'est quand même vrai que quand on discute avec un ministre, je ne vous cache pas,
l'ambiance de l'opinion civile, de la société civile, l'opinion de la société civile est décisive. Et effectivement, j'avais un ministre qui était quand même assez ouvert, et j'ai des souvenirs, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il n'est pas resté longtemps ministre, justement, mais à un moment, il essayait de renégocier quelques subventions, on disait comme ça, de Bruxelles, pour un tout début de plan protéinique. C'est-à-dire, j'avais eu l'impression que mon argument, il y a urgence de retrouver une plus grande autonomie protéinique pour des raisons environnementales, pour l'effet de serre, pour la COP21, etc., voilà, etc., ça avait été entendu. Maintenant, je peux vous dire une autre petite anecdote, c'est que j'étais invité chez lui à sa demande, pour discuter, je crois, d'agroécologie ou d'OGM, enfin, dans son bureau, là, donc j'avais le ministre en face de moi, j'avais 2 membres de son cabinet qui étaient à ma gauche et à ma droite, et voilà que dans la discussion, il y a quelqu'un qui arrive, donne à Michel Barnier un petit mot, je vois Michel Barnier lire un mot, et il me regarde plus pendant une demi-heure, il regarde les 2 membres de son cabinet, et il me dit, l'amendement Chassaigne est passé. Je ne sais pas si ça évoque des choses pour vous, l'amendement Chassaigne, donc un député communiste du Puy-de-Dôme, et qui, en 2e lecture à l'Assemblée nationale, a réussi à faire passer un amendement, donc c'était en 2e lecture, donc là c'était du coup définitivement lieu, il avait réussi à faire passer un amendement qui faisait en sorte que les conditions d'autorisation des OGM, puisque c'est interdit, les interdits en France, devenaient telles qu'on ne pouvait pas cultiver les OGM. Voilà. Alors moi, je m'intéressais d'autant plus que j'avais œuvré pour que ce député communiste oublie un petit peu les soviets et l'électricité, lui raconter que les OGM, c'était pas la modernité qu'il imaginait, etc. Et convaincu, c'est lui qui a défendu un amendement qui fait qu'aujourd'hui, les OGM classiques, on ne peut pas les cultiver. Et cet amendement, il est passé, pourquoi? Alors je découvre, je vois Michel Barnier qui parle avec les membres du cabinet, et la discussion pendant une demi-heure a porté, non pas sur les OGM, mais sur qui Sarkozy, le président, allait faire porter la responsabilité de cet amendement qui est passé. Alors je découvrais que Michel Barnier avait une bonne raison de ne pas être à l'Assemblée, puisqu'il avait rendez-vous avec moi. Donc j'ai l'impression d'avoir été instrumentalisé. Et au moins, il peut lui dire, non, attendez, j'avais un rendez-vous important avec un écolo, hein, donc ou un écologue. Mais donc, déjà c'est à l'époque, mais c'est pareil aujourd'hui avec Jupiter, hein, les ministres sont très soucieux de comment ça va être interprété très haut, et sur qui va porter la responsabilité. Puis je découvrais que, du coup, Borloo, qui était ministre de l'écologie et du développement solidaire, je crois, était à la buvette. Et les députés de l'UMP étaient à la buvette. Et la personne qui défendait la position gouvernementale contre l'amendement Chassaigne, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, dont l'opinion personnelle était pro-amendement Chassaigne. Évidemment, la majorité étant à la buvette, c'est l'opinion de l'opposition de l'époque qui l'a emporté, et l'amendement est passé en 2e lecture. Et vous êtes au courant, quelques semaines après, l'environnement, ça commence à bien faire, une déclaration au Salon de l'agriculture. M. Michel Barnier donc, part à l'Europe où il a eu beaucoup de travail sur le Brexit, vous le savez, est remplacé par le ministre de l'Agriculture suivant, M. Bruno Le Maire. Et je dois vous dire que de tous les ministres que j'ai rencontrés, on peut vraiment dire que c'est une courtoisie extrême. Et puis ensuite, ça a été, je pense, Stéphane Le Foll, 5 ans, donc un ministre sur 5 ans, donc on a le temps de se rencontrer, on finissait même par se tutoyer. Alors, introduction de l'écologie quand même dans les lycées agricoles, c'est vraiment à mettre à son actif, hein. Mais les choses ont commencé à se durcir, notamment avec le début de la méthanisation. Et là, alors pareil, mais c'était Hollande, donc le président, et il y avait quand même quelques conventions, on n'appelait pas ça convention citoyenne, mais il y avait quand même des choses, et de nouveau, conférence grand public, il y avait le MEDEF, il y avait la FNSEA, il y avait la Confédération Paysanne, il y avait évidemment Greenpeace, il y avait WWF, il y avait la Fondation Nicolas Hulot, il y avait les Générations Futures, enfin, les séances publiques. Et voilà que le ministre nous annonce que pour résoudre la question azotée en Bretagne, donc éviter la fertilisation azotée des algues vertes, on a demandé aux Bretons de fabriquer du méthane avec le lisier. Et comme ça, il y aura un digestat azoté qui ne serait pas pour le littoral, etc. Et voilà que j'ai été contraint. J'étais là, dans le public, hein, j'étais pas... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, le carbone du méthane. Donc d'abord, le méthane, c'est bien CH4, hein, c'est bien du carbone. Or justement, la Bretagne est déficitaire en carbone et excédentaire en azote. Alors, ce carbone, est-ce qu'il ne serait pas mieux, avec l'azote, pour fabriquer du fumier et pour fabriquer de l'humus? Et est-ce que dans les coûts, vous avez compté le coût d'opportunité
de ce méthane, qui est les pertes de l'humus et les pertes de production. À l'époque, ce n'était pas encore des cultures dédiées, parce qu'il m'avait dit que ce n'était pas des cultures dédiées. Mais il n'empêche que déjà, la question de ce carbone du méthane, c'est du carbone qui ne sera pas dans les sols. Alors moi, je plaide pour effectivement qu'on enfouisse avec l'azote dans les sols, et on résout et la question azotée et la question carbonée. J'ai vu ce ministre avec qui on discutait, parce qu'il m'interrompait sans arrêt, mais à chaque fois, c'est parce qu'il avait compris la question, il répondait juste, hein, donc c'était pas grave. Mais là, j'ai vu quand même Stéphane Le Foll, rouge de honte, il avait parfaitement compris que sur le plan scientifique, ça ne passait pas. Et la question fatale, je lui ai dit, monsieur le ministre, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas le prélude à autoriser l'agrandissement des élevages porcins en Bretagne? Et là, je l'ai vu changer de couleur, passer rouge de honte à rouge de fureur. Et nous ne nous sommes plus rencontrés jusqu'à la fin de sa vie ministérielle. On s'est rencontrés ultérieurement et on s'est retutoyés ultérieurement. Et puis après, écoutez, j'ai rencontré M. Stéphane Travers, avec qui nous avons comme caractéristique commune d'être normands. Ceci étant, Nicolas Hulot m'invite à dîner, parce que c'est un Travers, celui qui faisait avaler les couleuvres à Nicolas Hulot, à l'époque. Et donc Nicolas Hulot m'invite dans un restaurant bio à Paris, en me disant que c'était sur ses frais à lui, Nicolas Hulot, que c'était pas sur frais du ministère, avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, pour que j'essaye de lui faire un petit cours d'agroécologie. C'est le repas. Le repas était très bon, mais c'est celui qui est le plus mal digéré. Ça n'a rien à voir avec la qualité bio du repas, mais le comportement du ministre qui déviait à chaque fois, refus complet de débattre sur les problèmes de fond, sans arrêt, en train de changer de sujet. Ils sont très forts, hein, les politiques, souvent, pour... Bon, après, ça a été... Ah ben, c'était intéressant aussi, parce que c'était M. Guillaume, hein, c'est ça, Didier Guillaume, oui, l'ancien député de la Drôme. Et là, j'ai invité à un débat, c'était Laurent Mariotte, je ne sais pas si vous voyez, Européen, enfin, etc. Bon, n'importe, moi, je n'écoute pas Européen, mais voilà que Laurent Mariotte m'invite à un débat avec le ministre. Alors, évidemment, je réponds présent. J'arrive, et Laurent Mariotte me dit, M. Julet, le ministre a demandé que vous interveniez en première partie d'émission, puis avant la pause publicitaire, vous quitterez, c'est lui qui viendra vous remplacer. Donc je voulais que le ministre demandait à ne pas débattre. Ne pas débattre. Donc, évidemment, refus de débat. Alors il m'avait quand même demandé, Laurent Mariotte, quelle question j'ai envie de poser quand même au ministre. Et il m'avait engagé à s'assurer qu'il reposerait la question au ministre une fois que je serais parti. Alors je lui ai dit, vous êtes au courant, parce que c'est ça, hein, les histoires. Mais c'est à voir. Ma conclusion, ça veut dire que ça dépend énormément de l'opinion, à un moment donné, de la société civile, leur comportement. Mais à l'époque, déjà, il y avait quand même, alors c'était au lendemain du G7 à Biarritz, le dictateur Bolsonaro brésilien avait injurié Brigitte, et du coup, l'émission de France 2, Monsieur le ministre, le G7, et puis tout porte sur les retraites, parce que le débat intérieur c'était retraites, donc on ne parle quasiment pas du G7. Et puis, à la fin, elle revient, il n'a pas été élégant, le dictateur, enfin, M. Bolsonaro, sur Brigitte, et là j'entends le président, Macron, dire oui, c'est scandaleux, et d'ailleurs, je souhaiterais qu'on ne ratifie pas le traité, l'accord du Mercosur. Alors moi, depuis le temps que je plaide pour qu'on ne ratifie pas, il est déjà signé, malheureusement, cet accord. Je me dis, oulala, tiens, on a l'impression d'être écouté, un petit silence, en l'état, je me dis, bon, à 1 virgule près, il va ratifier, et puis je vois le président commencer à dire qu'il nous faut un plan protéinique. C'est la première fois que j'ai entendu un politique, donc le président que j'ai jamais rencontré, enfin, j'ai rencontré sa conseillère agricole, mais lui j'ai jamais rencontré, défendre un plan pour lequel moi je plaide depuis hyper longtemps, le plan protéinique. Il nous faut retrouver une plus grande souveraineté protéinique. Je lui dis, c'est génial. Et du coup, avec Laurent Mariotte, je lui dis, moi la question au ministre de l'Agriculture, c'est présentez-nous le plan protéinique dont a parlé le président Macron. Et évidemment, moi, je quitte, alors évidemment, je sers la main du ministre pour la pause publicitaire, etc. La courtoisie, ça fait partie des choses. Je m'en vais dans le taxi d'Europe 1, je demande tout de suite que je vais faire un taxi Europe 1, s'il vous plaît. Et effectivement, là, on va être très honnête, un refait d'air, et c'est pas lui qui a traduit la question, il a republié la question telle que je l'ai publiée. Donc c'était de nouveau moi qui parlais à ce moment-là. Monsieur le ministre, vous pouvez nous présenter le plan protéinique. Et ce ministre a dit très courageusement qu'il envisageait un plan protéinique. Voilà. Et puis, effectivement, après, c'est le ministre que vous avez cité, le ministre qui a été mon élève, j'ai été très mauvais professeur, celui qui a eu l'astuce énorme de réhabiliter les néonicotinoïdes à cause de la jaunisse de la betterave. Et donc, j'avais publié, alors quand même pour montrer les relations, j'avais publié une tribune dans Le Monde, justement, sur l'idée, l'horreur
l'horreur de cette réautorisation. Alors, vous savez que on réautorise les néonicotinoïdes, donc c'est un pesticide, enrobage des semences, qui pénètre dans la plante, et qui, quand la plante est butinée par les abeilles sont déboussolées, ne rejettent pas, donc sont en mortalité des abeilles domestiques et sauvages. Voilà. Alors évidemment, son argument, c'était de dire non, mais la betterave fleurit en deuxième année, or elle est récoltée en première année, donc elle ne peut pas être butinée parce qu'elle est déjà récoltée et ne fleurit pas. Et il faut être très clair, alors, je racontais dans la tribune, pas du tout, c'est le contraire, parce que les plantes sauvages, elles sont intoxiquées par cette même de néonicotinoïdes, et les abeilles sont infectées, etc. Et puis qu'il y avait les moyens de faire l'excellente tête de rotation, la betterave, on peut mettre le fumier, etc. Mais une rotation longue, si la betterave est dispersée, quand il y a des attaques, une année sur 10, d'une cicadelle qui peut transmettre la jaunisse de la betterave, ben c'est pas grave, parce qu'elle n'ira pas dans toutes les parcelles de la betterave qui sont plus éloignées les unes des autres. Enfin, je peux aider la rotation, la diversification des assommants, c'est des choses un peu dont je parlais tout à l'heure. Et voilà. Et donc le ministre, 20e anniversaire de l'agence bio, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, et ben, il arrive et il a effectivement le débat. Et j'ai été obligé de lui refaire un cours d'agroécologie. Et donc ça faisait un peu étrange au ministre qui était en train de suivre un cours de son ancien professeur. Non, c'est dramatique ce que je suis en train de vous dire. L'opinion, les politiques écoutent d'abord l'opinion publique. Et c'est pour ça que les rencontres comme ce qu'on fait aujourd'hui, plus on est nombreux, plus on peut discuter, plus on peut convaincre le plus grand nombre de gens pour leur comportement de consommateur et leur débat politique sur les questions environnementales et autres, c'est ça qui fait la décision. Quand il y a un Grenelle de l'environnement, quand il y a une convention citoyenne, les choses avancent. Et la convention citoyenne, je signale, taxer les engrais azotés de synthèse et rémunérer avec ça les protéines, c'était retenu par la convention citoyenne, sans filtre. Et là, ça a été filtré. Désolé. Merci. Non, ça dépend de nous. Hein. C'est nous. Moi, j'ai souvent envie d'harceler qu'un début, continuons le combat. Quoi. Si on n'y parlera pas. On va continuer ce débat, effectivement. Vous m'aviez dit que vous étiez difficile à arrêter, mais on n'avait pas tellement envie, mais on est un peu obligé. Oui, Je suis désolé. Non, mais pas de problème. Parce que on doit terminer pour dire il faut qu'on libère tout. Il nous reste à remercier tous ceux qui sont venus. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. Ça, ils ont eu tort. Mais vous leur direz, vous leur raconterez. On leur racontera. Merci à tous les intervenants, à vous aussi. Et puis, à une prochaine. Marie-Véronique, tu nous organises ça là, dans combien de temps? Dans un mois ou deux, hein? Merci beaucoup. Voilà. Et au revoir. Merci. On va gagner.